Salut et bienvenue dans mon nouveau podcast qui s'appelle Esprit Créatif, dans lequel je vais recevoir des artistes pour parler de créativité. Et j'ai la chance pour ce premier épisode de recevoir François Descraques qui va nous partager sa méthodologie d'écriture. Il va nous expliquer comment il écrit pour différents médiums. On va aussi parler de santé mentale dans l'écriture, de liberté dans l'écriture. On abordera également les messages cachés dans les histoires et les futurs challenges de François. Bam, on est en direct. Alors, je prends mes petites notes parce qu'il a bossé. Hein, mais c'est un vrai podcast? Non, pardon, je voulais pas. Non, pardon, je voulais dans le sens, c'est une vraie interview. Pardon. C'est un super début. Micro. En tout cas, c'est un super début déjà, j'adore. Mais c'est déjà le nom de ton podcast, le vrai podcast. Le vrai podcast. Alors, écoute, on va y revenir à ce nom de podcast. J'ai prévu qu'on y revienne. Bonjour, déjà. Je refais quand même un vrai lancement, même si j'ai beaucoup aimé ce faux départ. Les faux départs, c'est souvent ce qu'on garde dans la VDF en général. Mais bienvenue François Descraques. Je suis moi Julien Josselin, je suis scénariste et réalisateur et j'aime bien recevoir des gens avec qui j'aime bien discuter. C'est un petit peu le concept de ce podcast, c'est de recevoir des créatifs que je vois pas forcément tout le temps, même si on se croise quand même régulièrement, François. Mais ça me donne une bonne occasion de discuter avec eux et pour en savoir un petit peu plus sur leur méthodologie d'écriture. Le terme pompeux que j'aime bien, c'est essayer de faire une cartographie de la créativité, tu vois, d'essayer de voir comment les gens créent et quelles sont leurs habitudes, leurs coutumes, parce qu'il n'y a jamais vraiment de méthode. Les gens en parlent peu, en fait, de dans quelles conditions ils créent. Alors moi, j'appelle ça de l'espionnage industriel, personnellement. Effectivement, ça peut se rapprocher de ça, tout à fait. Et donc, je suis accompagné, comme je disais, de François Descraques, donc réalisateur, scénariste, comédien. Il y en a... Si. À mes dépens. Avec une carrière qui commence à être belle, hein, franchement. Donc, tu t'es fait connaître sur Internet avec notamment Le Visiteur du Futur, qui est la série emblématique qui t'a fait connaître. Et ensuite, d'ailleurs, qui t'a suivi jusqu'au cinéma, du coup, c'était l'année dernière, il y a 1 an et demi. Alors, ça dépend quand on écoutera ça, mais c'était en 2022 23. Ouais, il sait plus. C'était 2022. Il a tellement de projets que septembre il sait plus. 2022. Oui, c'est ça. Il est sorti en septembre 2022. Et ce projet qui est beau, du coup, qui t'a suivi du coup depuis le début quasiment de ta carrière, où tu faisais des vidéos avec tes potes, du coup, dans un banc et ton frère, jusqu'au cinéma. Et entre-temps, il y a eu plein de séries, d'autres projets dont on aura l'occasion. Enfin, j'imagine qu'on va en évoquer de toute façon quand on prendra des cas concrets, quand on en parlera. Mais voilà. Mais donc, ce format-là, je voulais le faire et je voulais l'appeler Prétexte. Je reviens sur le nom du podcast, justement, parce que je trouvais que c'était assez stylé. Parce que je me disais, prétexte, c'est tout ce qui se passe avant le texte, c'est les réflections. Et je viens de comprendre. Ouais, et en même temps, prétexte, parce que c'est un prétexte. Attention, François, tu sors de la caméra pour les gens qui regardent ce podcast. Et podcast, tu m'as dit qu'il ne sera pas diffusé en vidéo, mais bon. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui le regardent quand même. Mais oui, je me disais prétexte, ce qui se passe avant le texte, et aussi prétexte, puisque c'est un prétexte pour recevoir des gens que j'aime bien, avec qui j'ai envie d'échanger et que je veux voir plus souvent. Donc je veux te voir plus souvent, François. Et je voulais, donc après t'introduire aussi, je voulais te dire, je me suis dit ça peut être sympa, même si ça fait un peu Michel Drucker, mais dire aux gens ce que j'ai envie de leur dire, tu vois. Et je voulais dire du coup, François, merci pour tout ce que tu as apporté à la fiction sur Internet, parce que tu fais partie des... Moi j'étais très ému en vrai à la projection du film Visiteur du Futur, parce que je pense que tu l'as senti, enfin tout le monde était trop ému, et toi le premier j'imagine, mais parce que... J'étais sous le Xanax, mais ouais. Putain, oui, c'est vrai que c'était compliqué, enfin une période particulière pour toi, mais parce que je trouve que tu es vraiment un représentant de toute notre génération qui vient d'Internet, et le fait que en plus tu arrives au cinéma avec Le Visiteur du Futur, on en parlait à l'instant, c'était un symbole je pense pour une grande partie de notre génération, donc merci pour ça. Un symbole ou un crime pour certains qui disent mais attends, on lui avait dit d'arrêter ces conneries là. C'est vrai que tu l'as fait au bon timing, juste avant que les gens se disent non là c'est trop tard, il fallait pas faire le film Visiteur du Futur. Tu l'as fait dans le bon timing, c'était au moment là qu'il fallait le faire. 1 an ou 2, dans 3 peut-être après, c'était trop tard. Avant qu'on soit obligé de rebooter notre propre concept avec les comédiens plus jeunes. C'est ça. Mais donc non ouais, merci pour ton beau parcours qui est très inspirant et qui donne le bon exemple en plus. Moi tu le sais très bien, je t'ai toujours dit j'aime beaucoup ton travail. Et donc je trouve ça fait plaisir de voir des bons exemples de gens qui viennent d'Internet, qui travaillent dur et en plus le film a été du coup un succès quand même. Franchement, j'ai l'impression que ça a fait des belles entrées, qu'il y a eu un beau succès critique aussi. Donc bravo pour ça. Très hâte de voir. Donc j'espère qu'on va avoir des petites infos là sur les prochains projets. Non, il sert pas du tout à ça. Voilà, c'est ça le prétexte. Le prétexte pour faire des articles putaclic. Non. En vrai, on n'est pas là pour parler de ça, mais on est plutôt pour parler de ce qui existe déjà en vrai. Mais voilà, je voulais commencer par ça. Je trouvais ça intéressant de remettre dans le contexte. Et donc, comme je te disais, l'idée c'est de faire une cartographie de comment les gens travaillent, parce que je suis sûr que toi tu travailles d'une manière qui est pas du tout la même que les autres, qui est pas du tout la mienne. Et moi, je suis toujours fasciné quand je rencontre des créatifs et qui m'expliquent
dans quelles conditions ils travaillent. Aussi parce que je pense que oui, c'est comme tu dis de l'espionnage industriel, parce que je suis toujours à remettre en question mes propres méthodes et à me dire mais ça y est, j'ai trouvé. En fait, moi, je fonctionne comme ça. Il faut que je me lève à telle heure, que je fasse ci, je mange une pomme et là, je suis efficace. Mais tu sais, je compare ça avec mon père qui est golfeur, entre autres, enfin pas professionnellement, il est médecin, mais qui est plus golfeur dans sa passion. Il est plus golfeur. Et qui, tous les ans, me dit François, viens, je vais te montrer le nouveau swing. Et je fais le nouveau swing ? Oui. En fait, tu te rappelles quand je t'avais dit c'était avec les avant-bras ? Je fais ouais, non, c'est avec les poignets maintenant. Et en fait, tous les ans, il a une nouvelle façon de swinger qui, pour moi, n'a aucune différence. J'adore cette phrase. Mais qui, pour lui, est genre, ok, ça change tout. Maintenant, c'est comme ça, en fait. C'est une nouvelle méthode. C'est ils sortent des noms. C'est un mec qui a trouvé cette méthode. C'est un Anglais qui a travaillé pendant 20 ans sur les articulations du coude et il sait maintenant comment faire et je vais faire ça. Ouais. Et l'année d'après, ça a changé. Hein. C'est de nouvelles règles. Oui, on dirait moi qui regarde des vidéos de conseils de scénario et je fais mais oui, voilà, moi aussi, ça va être ça direct. Je vais me lever à 6h du matin. Je vais d'abord aller courir. C'est ça, en fait, le truc. Et après, c'est vrai que c'est là que j'ai les idées fraîches. Bon, bref. Mais donc, voilà, en tout cas, ça m'intéresse. Mais je pense aussi que j'ai la sensation que plus j'avance, plus je me dis qu'il faut aussi adapter au projet aussi. Alors, je sais pas si toi tu fonctionnes comme ça, mais plus ça va, plus je commence à me dire en fait, ce projet, j'ai envie de l'écrire dans ces conditions-là, avec cette méthode-là, et peut-être pas le prochain. En fait, ça dépend vraiment de ce que tu écris, sur quoi tu travailles. Tout à fait. En fait, je pense que c'est ça qui est différent entre être scénariste ou être peut-être romancier. Tu vois, surtout que moi, je suis aussi passionné par le rythme de travail des romanciers. Mais certains romanciers, les plus connus, qui sortent un roman par an de manière régulière depuis 20 ans, oui, eux, ils ont un quotidien chronométré, quoi. Ouais. Genre Bernard Werber, tous les matins, il écrit dans son café, et après, il mange dans son café, voilà. Et après, il n'écrit pas l'après-midi, il fait les rendez-vous. Ouais. Parce que ça marche pour lui, tu vois. Et c'est vrai qu'ils ont un nombre de pages aussi à sortir qui est... Enfin, de mots. Eux, ils comptent en mots. Mais d'ailleurs, ce qui est encore plus vertigineux, je sais pas pourquoi ils font ça, mais en caractères, c'est 1 million de caractères. Allez. Et du coup, eux, ils ont peut-être une rigueur vraiment beaucoup plus carrée. Là où, quand tu es scénariste ou auteur comme nous, un peu polyvalent, ça dépend. Tu vois, c'est-à-dire que quand Cyprien nous appelle tous les deux pour des projets différents. Ouais, mais c'est vrai. Forcément, on change notre habitude. Tu vois, on vient chez lui. Maintenant, en plus, surtout, Cyprien, il fait un truc qui est hyper intéressant, c'est que il enregistre ses sessions d'écriture. Ouais. Ah oui, il fait ça avec toi aussi. C'est pour ça que tu l'as vu la dernière fois. Je me demandais ce que vous faisiez. Et du coup, mais oui. Ça te force. En plus, pareil, je sais pas pourquoi il fait ça. Il dit peut-être je le sortirai ou pas. Ah ouais, nous, ça fait des mois qu'il fait ça avec nous. Donc on est en mode, on sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'un jour il va sortir l'intégrale des réunions de Cyprien? Mais c'est hyper intéressant parce que ça te force un peu à être pertinent, on va dire. Oui. Même, on oublie vite, hein, tu vas voir si t'as l'habitude après. On oublie vite. Et après, tu te dis, mais attends, ça sortira un jour tout ça, parce que vu que ça sort pas, là, nous, on parle comme des potes, là, on balance tout. Alors, mais sachant que, comme tu dis, c'est ça, c'est que quand t'écris à plusieurs, des fois, t'écris pas. Tu parles, en fait. Donc, tout peut changer en fonction des gens avec qui tu travailles, du format, de ce que tu as besoin de livrer ou pas, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. J'ai arrêté d'essayer, pareil, de trop m'ordonner. Ouais. Et j'essaye à chaque fois de me dire, OK, de quoi j'ai besoin pour fournir ce type de document. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un équilibre qui est difficile parce que il y a de la procrastination qui ne sert à rien et de la procrastination qui est essentielle, qui au final n'est pas de la procrastination, qui est... Alors moi j'aimais beaucoup d'ailleurs, je vais te le partager si tu veux, cette vision de... C'est les graphistes, tu sais, quand ils bossent sur des projets, ils font de la veille. Tu vois ce que c'est faire de la veille quand t'es graphiste? Enfin d'ailleurs, c'est pas que dans le graphisme, hein, mais il y a plein de métiers, c'est plutôt les métiers IT, tout ça et tout, qui font ça. Et en gros, faire de la veille, c'est par exemple, je veux créer, tu m'embauches pour créer ton site web, et ben je vais faire de la veille, je vais aller voir tous les autres sites web qui existent, de réalisateurs, je vais regarder un peu ce qui se fait, on va en parler, on va dire, bah tu vois, ça c'est pas mal, ça j'ai bien aimé. Et en fait, tu regardes ce qui se fait, tu fais une étude de marché un peu, tu te renseignes, tu regardes plein de choses, quoi. Et même après, ça peut te renseigner sur une esthétique qui te plaît, etc. Et donc en fait, c'est des recherches, entre guillemets, mais c'est vrai que, et des fois, c'est rien branlé, globalement, tu vois, mais pas vraiment, quoi. Donc, mais je trouve que le fait de dire, ok, ça c'est de la veille, mais c'est toujours difficile de savoir parce que tu peux très vite switcher de rien foutre à faire de la veille et de la veille à rien foutre. Et donc c'est ça qui est super dur, accepter, je veux dire, cette part du processus créatif de, bah voilà, faut errer un peu, quoi, tu vois. Mais tu sais que des fois, moi, pareil, tout mon quotidien, c'était piéger mon cerveau pour me mettre à travailler. Ouais. Et du coup, des fois, ce que je fais, c'est que je me dis, non, je n'écris pas. Genre, j'ai une semaine, je dis, non, cette semaine, je n'écrie rien. Je fais donc de la veille, j'avais même pas essayé de lister ce mot, mais en fait, c'est pratique, ça permet de se déculpabiliser. Et en fait, très vite, au bout d'un moment, des fois, ça m'arrive de me dire,
putain, il faut que j'écrive cette idée, tu vois. Ouais. Et en fait, le fait de me dire, non, je suis pas censé écrire, je suis censé juste chiller. Et en fait, c'est comme ça que tu te mets dans un état un peu de jeu où tu te dis, allez, ça n'a pas d'importance, de toute façon, c'est pas du vrai travail. Et en fait, ce que tu fais, c'est du vrai travail sans t'en rendre compte. Ouais, bien sûr, ouais. Mais j'écoutais d'ailleurs récemment quelqu'un, je sais plus qui parlait de ça, mais j'aurais aucune référence. Je vais citer aucun nom, mais il y a quelqu'un qui a développé ça dans un livre. Voilà, je sais plus qui c'est. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, réagissez lourd. Non, mais qui conceptualisait la créativité comme ça et qui expliquait que, même si bon, il n'a pas révolutionné l'histoire, je pense que c'était déjà un petit peu dans les discussions, mais qu'en gros, tu as vraiment deux phases. Tu as la partie plus exploration où vraiment il faut accepter justement de divaguer, de errer, d'aller. C'est ça, je t'ai dit ça. Ah, c'est peut-être John Cleese, t'as raison. Oui, c'est peut-être John Cleese. John Cleese, il a fait des conférences et tout. Il a fait un livre. T'as raison, merci. C'est l'esprit ouvert, l'esprit fermé. Exactement, voilà, c'est ça. Mais effectivement, il y a les deux modes, mais c'est intéressant cette vision des choses parce qu'effectivement, il faut savoir aussi quand il faut switcher dans l'autre mode. Exactement. C'est-à-dire que t'as aéré, machin, et maintenant tu vas choisir et au contraire, tu vas fermer des portes. Et tu vas dire, on veut plus ça, ces idées-là, ça servait à rien, ça me servait juste à réfléchir en fait. Exactement, et à fournir du texte, tu vois. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut retarder au maximum ce moment-là, mais quand t'es dans ce moment-là, après, il faut être concentré et il faut aller au bout. C'est ça, c'est ce moment-là où tu peux peut-être avoir une rigueur de travail un petit peu plus... Mais en même temps, vu que t'as tellement passé de temps un peu justement à explorer toutes les pistes à droite, à gauche, à développer des trucs juste pour délirer, puis à dire, finalement, c'est bien. Au bout d'un moment, t'arrives à un point, en fait, le plus dur, c'est d'arriver à un point où ça devient impossible de ne pas écrire. Oui, c'est ça. Au point où tu dis, allez, là, faut que j'y aille, là, c'est bon, j'ai les idées, là, c'est bon, allez, tu vois. Et plutôt que de dire... Alors que tu n'as pas les idées d'être... Allez, j'écris, tu te forces à un truc qui n'a pas de sens, où tu sais même pas où tu vas. Il vaut mieux laisser le temps pour après que ça... Tu vois, ça. Ce qui est marrant, c'est que quand tu dis ça, je vois totalement ce moment où tu es dans la zone en plus, entre guillemets, quoi, où tu te dis, ça y est, j'ai toutes les idées, tout s'aligne, mais oui, ça va être super et tout. Et j'ai l'impression que l'erreur fatidique, c'est de dire, c'était quoi la séquence d'avant déjà? Et tu remontes un petit peu et tu commences à déjà faire la V2 d'un truc que t'as pas fini. Et là, c'est la catastrophe. Alors, oui, il y a ça. Et alors, ça dépend, oui. Ça dépend parce que un truc que j'aime bien aussi, moi... alors, ça dépend. On parle de quel format? Parce que moi, j'écris sur plein de formats. Comme toi. Écoute, c'était une des questions. Voilà. C'est intéressant. Si tu veux en parler, vu que ça vient naturellement, on peut en parler maintenant. Mais c'était justement une des questions que je voulais te poser. C'est comment toi t'abordes, parce que t'es un des mecs qui a bossé sur le plus de formats différents, le plus de médiums, quoi. C'est que, attends, j'avais listé, peut-être que j'en oublie, hein. Mais donc, t'as fait de la BD, du manga. Bon, ça, c'est proche. T'as bossé sur des romans aussi. Du coup, alors, c'est avec proche, Slim. mais je te dirai la différence après. Parce que vraiment, il y a vraiment une différence. Roman, cinéma, sketch show, qui est quand même une forme aussi différente de vidéo. Comédie musicale, qui peut être vue comme une forme aussi différente. Série d'animation, fiction audio. Est-ce que j'oublie des trucs? T'as fait de la chanson? T'as écrit des chansons? Oui et non, parce que quand j'ai travaillé avec PV Nova sur Rock Macabre, je faisais les paroles et lui faisait les thèmes. Donc on coécrivait les chansons, même si c'est beaucoup du PV Nova. Et dans Mystère Saint-Jacques, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait ailleurs, à savoir j'ai composé les chansons d'arrière-plan. Qui sont pas des trucs de ouf, attention. Mais, fait aussi, mais j'ai fait de la musique. T'exprimais artistiquement en composition, quoi. Et en fait, je savais que j'avais besoin de thèmes assez simples et d'arrière-plan. Et je voulais pas le demander à des potes musiciens de talent. Je me suis dit, ok, je peux le faire. Et je me suis bien amusé à le faire, à composer des thèmes un peu d'ambiance et tout, machin et tout, avec qui font un peu des boucles, tu vois. Donc j'ai fait ça. Je savais même pas que t'avais fait ça. Mais alors, du coup, oui, bon, on va peut-être pas tous les faire, mais. Peut-être quels sont les médiums dans lesquels tu as senti une plus grosse différence dans toi, ta manière d'aborder l'écriture? Est-ce que tu as trouvé ça vraiment radicalement différent? Parce que c'est quelque chose que moi j'ai pu vivre, j'ai la sensation, c'est que à force de... Moi je suis assez curieux comme toi, j'ai bossé dans pas mal de médiums aussi différents, et j'ai l'impression que plus justement tu es habitué à bosser dans un médium différent, plus ça se simplifie dans ta tête et tu te dis en fait tout ça c'est créé d'une manière ou d'une autre, et ça m'a donné même la curiosité. Là tu vois, récemment je me suis dit mais tiens, je serais curieux d'essayer de peindre, tu vois, genre j'ai jamais peint de ma vie. Je vais être éclaté, mais vu que je sais comment... maintenant, je pense savoir adapter mes outils et mes capacités à ma vision. Donc, je vais me dire, ok, on va essayer de faire un premier tableau qui est envisageable par rapport à mes capacités qui sont de zéro. Tu vois, je vais essayer de faire un truc simple, mais voilà, on va déjà faire on va pas non plus essayer de faire tout de suite un truc, un vaisseau spatial, machin avec du relief et tout, des trucs. Et mais du coup, j'ai la curiosité de me dire, je crois que j'ai envie de tester de m'exprimer dans peu importe le médium, peu importe. En fait, alors déjà, moi, j'ai jamais peint. En fait, quand j'étais petit. J'ai grandi avec une grande sœur qui était déjà, quand elle était ado, une génie du dessin. Et donc j'ai fait genre, yes, je ferais pas ça. Ça, c'est pris, tu vois. Et pourtant, moi, pourtant, elle pourrait t'apprendre en plus. Mais je me suis dit, non, il faut que je fasse autre chose. Et du coup, je me suis très vite orienté vers la vidéo, les courts-métrages amateurs, etc., les scénarios. Parce que, voilà, je voulais, même si pourtant j'adore
les BD ou voilà, les tableaux, tout ça. Enfin, mais je me suis dit, ok, c'est pas pour moi, tu vois. Ouais. Donc déjà, voilà, je me suis orienté dans un premier acte, c'était ça. Et moi, j'ai surtout grandi avec le cinéma. Donc forcément, ça a toujours été mon centre de gravité, le cinéma, d'une manière ou d'une autre. Et quand on a commencé à faire des trucs sur Internet, c'était certes des sketchs, mais il y avait toujours en tâche de fond ce côté apprentissage pour faire un film plus tard. Ouais. C'était une sorte de deuxième école de cinéma, parce que j'ai fait une école qui n'était pas une école de cinéma, en fait, c'était un BTS audiovisuel où tu apprends la technique. Mais mon but, c'était de faire du cinéma un jour, quoi qu'il arrive. Donc, il y avait quand même cette ligne directrice. Ouais. Sauf que ça prend tellement du temps, toi-même, tu sais, le cinéma, c'est tellement compliqué et tout. Il y a tellement de gens à convaincre, voilà, que j'ai découvert, entre-temps, des formats, voilà, comme les sketchs, comme la fiction Twitter. Oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Voilà. C'est vrai que tu as même fait des choses qui sont assez novatrices et uniques. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'œuvres. Donc, pour expliquer aux gens, tu faisais des tweets qui racontait une histoire qui était du point de vue d'un personnage fictif. Et sur un compte fictif, sur un compte, fiction, un autre compte géré par ce personnage-là. Et tu jouais sur le fait que ça puisse être vrai. Oui, parce que toutes les semaines, il racontait ce qui lui était arrivé. C'est ça, ouais. Et tu as fini par le sortir en bouquin. Ouais, ça a été adapté après en livre, mais c'est juste une adaptation de format. Ça n'a pas été changé fondamentalement. Mais par exemple, ce truc que j'ai fait, troisième droite, tu vois, c'est né de l'outil. L'outil, c'était mon téléphone. C'est-à-dire que j'étais en vacances et en fait, je me suis dit, ok, parce que moi, en fait, j'ai toujours voulu écrire des romans, mais je me suis toujours dit que j'étais pas assez bon pour écrire des romans. Et donc, de faire des tweets qui s'enchaînent avec des punchlines et qui ont une histoire, je me suis dit, ok, ça peut faire la blague. Et surtout, ce qui m'a permis de ne pas me décourager dans ce format-là, c'était que je pouvais écrire un chapitre, le mettre en ligne, et t'avais le retour, j'avais les direct, retours, oui. J'étais pas obligé de tout écrire. Ce qui peut aussi être un vrai gros problème, parce que du coup, après c'est un autre problème. mais les théories, les trucs en cours. Oui, mais c'est un peu ce qu'on avait fait à l'époque du Vice Futur, c'est que on s'était pas dit viens on fait une série de 22 épisodes. On s'est dit viens on fait 3 épisodes pour rigoler. Et après, on fait 3 autres épisodes, puis 3 autres épisodes. Donc, tu avais l'habitude d'avoir les retours, les théories de fans. Et puis surtout, de pas me dire, faut que je passe un an tout seul à écrire un truc que personne ne verra forcément. Là, je me dis, ok, ce que j'écris, ça sort dans un mois, quoi qu'il arrive. Donc, alors bien sûr, il faut être malin, il faut prendre un peu de l'avance pour pas non plus être battu par le temps et tout, mais ça m'a rassuré, en fait, de me dire, ok, ça sort, et après, j'alimente, et il faut quand même, au bout d'un moment, arriver à une fin, tu vois. Là, c'est un autre type de problème. Mais c'est ça qui m'avait. Tu veux dire qu'en faisant plein de Vine, on pourrait faire un long métrage à la fin. C'est un petit peu. En fait, c'est pour ceux qui connaissent Vine. Hein, mais non, mais c'est pas ça. C'est que ça existe déjà sur TikTok, des TikTok qui s'enchaînent. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui font des teasings, qui font des cliffhangers et tout. Alors je sais pas jusqu'où ils vont, tu vois, mais c'est complètement faisable. Ça serait la version vidéo de ce que tu as fait avec les tweets un petit peu. Moi, c'est ce que, franchement, une réplique par une réplique. Non, mais si j'avais eu, en fait, si à l'époque du Vice Futur, c'était à l'époque de TikTok, on l'aurait fait sur TikTok, je pense. Oui, avec le côté partie 1, partie 2 affiché, tu vois, on aurait assumé ça, je pense. Ouais, c'est possible. Voilà. Pour moi, c'est là-dessus, de toute façon, que moi je défends tout le temps TikTok. Et c'est là-dessus qu'il y a la nouvelle vraie créativité qui repousse un petit peu les limites, parce que pour moi, sur YouTube, maintenant, c'est très codifié. Il y a peut-être des gens qui testent encore des trucs sur YouTube, mais on les voit assez peu, parce que l'algorithme ne nous les montre pas. TikTok, il y a ce truc aléatoire qui fait que quand t'as rien à foutre et que tu passes beaucoup de temps, tu tombes sur des trucs un peu plus rares. Et les gens expérimentent plus encore. Parce qu'en plus, t'as ce qui est génial avec TikTok, c'est que tu as un outil de base. Parce que tout vient de l'outil aussi. L'outil de base, c'est ton téléphone. Et tout le monde a globalement le même type de téléphone. Alors, il y en a qui sont plus chers, moins chers. Mais l'outil TikTok, l'application TikTok est la même pour tout le monde. Du coup, les attentes techniques et on va dire de format, tu peux les faire. Tu vois, tu peux pas faire une émission, tu peux pas faire le GP tout seul, tu vois, avec ta caméra. Tu peux, ça raconte autre chose, quoi. mais tu peux faire un TikTok au même niveau que tout le monde. Et du coup, les gens ont on va dire, une connaissance de à quoi ça doit ressembler, et après tu t'amuses avec ça, tu vois. Non, mais et donc du coup, pour revenir à ce qu'on se disait, est-ce que est-ce qu'il y a vraiment, par exemple, un médium que tu as abordé d'une manière radicalement différente, où tu t'étais vraiment dit, genre, où tu t'es pris un mur, où tu t'es dit, en fait, je peux pas appliquer ça. Tu vois, par exemple, moi, quand on a commencé à faire de la bande dessinée avec Valentin Vincent, avec qui j'ai fait Trousse Boy, on s'est rendu compte que, nous, comme toi, nous, on avait toujours pensé d'abord vidéo, cinéma et tout. Et du coup, on avait des réflexes de cinéma, quoi. Tu vois, on commençait à vouloir faire du chant contre chant, quasiment à la réplique. Et après, ton dessinateur, il dit, mais moi, en fait, les 4 bulles, là, je peux les mettre dans la même case. Et tu fais, c'est vrai. Justement,
en BD, d'ailleurs, en parlant de Truth Boy, il y a un passage qui est entièrement pas, on va dire, BDI. Ouais. Tu vois, qui est la partie avec tous les noms où il dit. Ah oui, on a volontairement assumé. Et du coup, oui. c'est infini, tu vois. C'est une planche avec beaucoup de cases. Voilà. Et effectivement, c'est exactement ce que je viens de te décrire, mais on a assumé sur une planche avec ça marche énormément trop de bien. cases. Quoi. Ouais. Et cette partie-là, en plus, je lis Truth Boy à mon fils. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais Et envoyé il une vidéo. adore quand je lis cette partie-là, parce que je fais blabla, et je lui mime le truc, et je lui pointe du doigt les répliques, Ouais. et il est mort de rire. Il y a un rythme qui s'installe, c'est ça. Il y a un rythme qui s'installe. Ouais, tout à fait. Donc, des fois, on a c'est fait bien. l'inverse. Oui, des fois, c'est bien. Là, on a aussi assumé de- l'inverse. voilà. Mais ça aurait été ça tout le temps, peut-être pas. Mais et encore, Pas je dis sûr. ça, mais regarde les Ouais. BD putain, ce mec qui fait 30 BD par an, là, est trop drôle. Fab Caro. Oui, Fab Caro. Fab Caro, c'est à la fois de la BD et ça ressemble pas vraiment à de la BD, tu vois. C'est une sorte de parodie de BD. Oui, c'est vrai. Avec, Même si, mais il connaît bien son langage. Quand mais même, mais quoi. ça Tu vois, met typiquement les cases vides qui donnent un rythme justement Exactement. et tout. Enfin, Mais du coup, il remet en question le truc, tu vois. Donc moi, je pense que oui, il y a des contraintes liées aux médias. Et moi, j'ai eu les mêmes choses avec la BD. La première BD, Visteur de Futur, pareil, je l'avais découpé comme un film et tout. Et pareil, ça marchait pas. Et j'étais trop directif, tu vois. J'étais trop plan serré, taille, le regard Ouais. ici, la bulle ici. Et en fait, j'ai appris surtout quand j'ai fait après le manga. Parce que le manga, c'était l'inverse. En fait, la BD, c'était BD franco-belge en plus. Donc j'avais très peu de planches. Ouais. On a dû couper la moitié du texte. oui, mais je pense Et- que tout le monde fait cette erreur-là. T'as Voilà. l'impression que tu peux raconter beaucoup plus. Et en fait, pour être lisible en BD, Et ça surtout prend du temps, quoi. surtout Ça que- prend des cases. Exactement, ça prend des cases et surtout que la BD, c'est visuel, quoi. Ouais. C'est plus que textuel. Alors bien sûr, tu as des BD hyper longues avec Blue Tales, genre les BD d'Alan Moore, etc. Mais c'est pas, c'est plutôt l'exception. Ouais. Et du coup, quand je suis passé au format manga, là, ça m'a libéré. Parce que le format manga, c'est un format feuilleton. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que là, vraiment, tu as beaucoup plus de chapitres, beaucoup plus de pages, tu peux mettre plus de dialogue. Mais du coup, j'ai été aussi. Je disais globalement les informations, je disais case 1, case 2, case 3, case 7, mais je laissais la liberté au dessinateur d'agencer les cases. Ouais. Parce que lui, il a une vision globale de la planche. Parce que pour lui, nous, on voit case par case comme des plans, mais lui, il voit une planche comme un plan d'ensemble, en fait. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, c'est pas la même façon de penser. Ouais, je Et suis il faut d'accord. laisser le dessinateur s'approprier ça, quoi. Bah, j'essaye là, tu vois, moi je bosse sur une nouvelle bande dessinée là, du coup, avec Glénat encore, que pour le coup, en plus, je fais tout seul en plus, donc je me confronte à d'autres difficultés de d'écrire seul versus écrire à plusieurs, mais on pourra en reparler aussi parce que toi, t'as beaucoup collaboré aussi. Mhm. Mais et justement, maintenant, j'essaye d'adapter. Je suis encore vraiment néophyte dans la BD, c'est que ma 3e BD, mais j'essaye de penser planche, quoi. J'essaye de me dire, ça, c'est à peu près 3-4 planches, ce Ouais. passage-là, et cette planche-là, elle raconte globalement ça, Mhm. et c'est vraiment penser en planche, quoi, Ouais. ou en groupe de planches, quoi. Ouais. Et effectivement, ça aide vachement. Et c'est ça, Ouais. c'est que chaque planche, c'est un mini-cliff à la fin, tu vois. Ouais. Oui, c'est ça, faut penser à ça aussi, le fameux tour de la page. Exactement. De ton cliffhanger, faut qu'il soit en bas de la page. Exactement. Parce que si tu le mets au milieu, si tu le mets à la page de droite, quelqu'un va forcément jeter Voilà. un coup d'œil et voir que le méchant est revenu. Exactement. Bon, on a vu. Et c'est vrai mais en même temps, c'est un petit kiff quand t'es gamin, je trouve ça. C'est de dire, oh, j'ai lu un peu à droite, j'ai vu, je me suis voilà. spoilé. mais oui, c'est codifié. Mais ouais. Et c'est quoi, ça serait sur la BD que t'as ressenti la plus grosse difficulté d'adaptation? Non, le roman. Le roman, pour moi, c'est Ouais. ce qui est le plus douloureux. Parce Mais que du coup, c'est la fin que t'as trouvée de. Le roman était déjà là, puisque du coup, tu t'es dit, une fois que ça existait déjà, il y avait eu les tweets, tu t'es dit, Oui, je vais en faire un mais roman. là, quoi. je parle des nouveaux. En fait, j'ai fait plein de faux romans. Enfin, plein. J'ai fait, en fait, troisième droite, enfin, dans l'ordre. J'ai coécrit, et encore, c'est très large comme mot, La Meute, donc le roman Ouais. issu de l'univers du Visiteur du Futur. T'as coécrit avec Slimane. Mais c'est Baptiste Slim qui a Brown. beaucoup écrit. Ouais. Moi, j'ai dicté l'histoire et tout. Donc, du coup, Ok. j'ai pu voir de l'extérieur comment Slim arrivait à s'approprier les lignes directrices qu'on développait ensemble et comment il est développé. Je dis, putain, il est trop fort et tout. Donc, j'arrivais à la fois à diriger l'écriture tout en étant lecteur en mode, je rigole à ces blagues qu'il a préparées, que j'avais pas préparé moi-même et que, voilà, qui me s'en prennent. Puis après, j'ai fait Troisième Droite, qui est pareil, un faux roman à base de tweets, d'abord mis sur Internet pour avoir une expérience en direct, avec en plus, à l'époque, c'était 140 caractères. Donc, c'était vraiment la version limitée de Oui, je sais plus à Twitter. combien on est maintenant, ça a beaucoup changé. Mais Bon, ouais, maintenant, je sais plus. Donc, du tu coup, peux faire le roman directement sur ouais, Twitter voilà, maintenant. en un tweet. En un Voilà. tweet. Faut juste payer, je sais pas combien, Oui, c'est ça. l'abonnement. Mais après, j'ai fait un truc qui s'appelle Le Film Perdu, qui est... Ah mais oui, c'est vrai. Que dans lequel je suis tombé totalement dans le panneau moi, d'ailleurs, de ce truc. Mais Ouais, on va oui, pas oui. préciser quoi pour les gens qui n'ont pas D'ailleurs, encore lu. Mais... ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, de la peine, t'allais dire de la peine. Ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, mais Julien, mais t'as quel âge? Ah ouais, non mais ouais, je suis tombé dans le panneau. Mais Mais- c'était beau, j'ai aimé tomber dans le panneau. Du Mais coup. voilà, mais ça, pareil, ça a été écrit.
c'est une histoire que j'avais en tête et je savais pas comment quelle forme. Et je savais que oui, en romance traditionnelle, ça aurait pu marcher, mais j'aurais pas eu le courage. Du coup, je me disais, ok, ça va être une fausse interview, comme un podcast retranscrit, tu vois. Ouais, ouais. Et ça m'a vachement aidé donc, de l'écrire comme ça. Ok, ouais. Donc c'est sur ce médium-là que tu as le plus le syndrome de l'imposteur, finalement. Voilà. Quoi, et là, et quand je te dis là, c'est vraiment au jour d'aujourd'hui maintenant, je termine enfin mon premier vrai roman écrit comme un roman. Ok. Mais il a fallu toutes ces étapes-là. Ouais. Et des années pour que je me sente un peu légitime, pour que je me décomplexe. Mais c'est vrai que c'est la forme d'écriture qui paraît être la plus noble, entre guillemets, puisque ce que tu délivres, c'est littéralement ce que tu as écrit. Exactement. Il n'y a pas de transformation. C'est ça, c'est la plus noble et surtout la plus satisfaisante quand tu y arrives, puisque ton produit à tu vois, un scénario, aussi bien soit-il, c'est pas une œuvre d'art. C'est un bon plan pour une belle maison potentielle, mais on sait pas, voilà, s'il n'existe pas... Oui, puis ça s'adresse qu'à une poignée de personnes, qui est l'équipe technique. Exactement. Voilà. Et éventuellement quelques fans si tu le publies à un moment donné, mais ça, c'est des rares cas. Et pareil pour, je sais pas, les paroles d'une chanson, tu vois, c'est cool, mais c'est pas la chanson. Oui. Donc, un roman, c'est la forme ultime, donc du coup, c'est à la fois satisfaisant, mais aussi c'est intimidant parce que c'est un style. Et puis à quel moment c'est terminé, quoi. C'est ça aussi, parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes. T'es toi tout seul face à ta planche, face à ton ordinateur ou ta machine à écrire, si tu t'écris à l'ancienne. Mais c'est qu'effectivement, il y a, à part une deadline éventuellement d'un éditeur, il n'y a rien qui t'empêche de retoucher 1 milliard de fois. Alors que quand il y a une équipe technique, il y a quelque chose un tournage qui est organisé, un éditeur qui va te commander une BD, tu travailles, tu collabores un minimum pour une BD avec au moins une personne. Les romans, c'est ça qui est compliqué, c'est que là, ce que j'ai fait, tu vois, par exemple, déjà, oui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai triché encore une fois, que mon roman à la base, c'était pas un roman, c'est une fiction audio qui s'est jamais faite. Ok. Du coup, j'avais tous les scénarios, il y avait tous les dialogues, donc toute la structure était déjà là. Donc, le travail qui a été fait, c'était de l'adaptation. Tu l'as vu comme de l'adaptation de ta propre œuvre, quoi. Et surtout de compléter ce qui se passe entre chaque réplique, quoi. Et donc je partais pas de zéro, donc j'avais l'impression de me dire, ok, c'est pas titanesque comme travail. Et ce truc, peut-être, alors même si je le termine, l'autre problématique, c'est toujours... C'est trop tard, tu l'as annoncé. Qu'est-ce qu'on fait après ? Ça y est, c'est les gossips. Finalement, c'est le podcast gossip. C'est un prétexte. Putain. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Tu vois, techniquement, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que j'ai un éditeur qui est potentiellement intéressé, mais est-ce que ça va le faire ou pas ? C'est pas sûr. Est-ce que je l'auto-édite ? Est-ce que je fais un Ulule ? Ça laisse le temps après de repenser le truc. Mais comme l'importance d'arriver au bout du produit, on va dire de la V1 déjà, c'est déjà fou pour moi d'arriver à cette V1, quoi. C'est comme s'il a fallu plus de 20 ans pour me dire je peux écrire un roman, quoi. Même 30 ans même. Et est-ce que du coup tu arrives à... Est-ce qu'il y a des moments où c'est pas agréable de créer ? Tous les jours, oui, pourquoi ? Tous les jours. Et est-ce qu'il y a des moments où c'est agréable ? Quand c'est fini. C'est vrai, ouais. Le processus, le pendant, toi, ne te satisfait pas ? J'ai appris à le tolérer. Mais c'est pareil que dans le métier de réalisateur. C'est-à-dire que je me rappelle, quand j'ai commencé à faire des courts-métrages, les trucs que je détestais, c'était faire des repérages, trouver les costumes et tout, tu vois. Et même les tournages, tout me paraissait chiant. Les seuls moments que j'aimais bien, c'était quand j'écrivais tout seul et quand je montais tout seul. Et à force de faire des projets, j'ai commencé à apprécier les trucs un peu chiants, quoi. Alors, bon, j'apprécie toujours pas certains aspects de la profession, mais au moins, quand je me dis, ok, quand je fais des réunions interminables de pré-prod, j'ai appris à les apprécier, à me dire c'est quand même cool ce que je fais, à savoir d'expliquer aux gens ce que je veux et tout, etc. J'ai apprécié ça récemment quand j'ai refait un petit court-métrage pour TikTok, quand je me disais tiens, vas-y, je vais faire un truc à l'ancienne où je fais tout, littéralement tout. J'avais juste 2 potes comédiens, enfin un pote comédien et une comédienne. Je me suis dit tiens, et je me suis souvenu de ce que c'était. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, et de tout faire comme ça. Et peu de temps après, j'ai enchaîné sur La Femme Objet qu'on a produit avec mon pote Valentin. Et là, il y avait ce fameux Zoom pré-prod, et pourtant, c'était pas une grosse équipe, mais d'un coup, il y avait la costumière qui disait alors, j'avais pensé à ci, et qui donne des idées. J'étais en mode, mais c'est génial d'avoir des gens qui bossent sur tes idées à toi, qui sont force de proposition. Et je retrouvais avec naïveté ce truc-là, c'était très agréable. Parce que j'avais sué avant, à me dire putain, j'ai pas la casquette. C'était à moi de tout penser, putain, mais on a pas pris la casquette. Du coup, comment on fait le plan sur la casquette ? Parce que t'es aussi le costumier, t'es tout, tu vois. Genre. Et pardon, je t'ai coupé, mais j'ai redécouvert ça récemment, c'était agréable. Et c'est fou comment n'importe quel boulot artistique, mais qui quand même demande beaucoup de réflexion, on se plaint très vite en fait. Tu vois, c'est-à-dire que je me rappelle très clairement, tu vois, la saison 4 de 8 ans de futur, on a tourné comme un long métrage sur une longue période. Et chaque journée, on devait faire tellement de scènes, tellement de choses, ça me fatiguait. Et tous les matins, je me disais, mec,
tu tournes le Visiteur du futur avec tes potes. C'est vrai que c'est fou qu'on soit obligé de se le rappeler. Voilà, quoi. genre, c'est bon, t'arrêtes maintenant. T'arrêtes de te plaindre, tu fais ce que t'as à faire et tu fais au mieux et ta journée va être chambée. Quoi qu'il arrive, ça va être chambé. Tu vois. Donc, c'est vrai que c'est triste parce que tu sublimes ce truc en plus quand t'es jeune et tout. Tu te dis, enfin voilà, j'imagine quand t'as commencé à faire les premiers épisodes du Visiteur du futur, tu y as forcément pensé de te dire, on pourrait faire un film, on pourrait machin, et si tu t'étais transporté à ce moment-là où t'étais en train de le faire, effectivement, t'aurais des yeux grands ouverts et dingues et tout. Et ce matin-là, tu te lèves, t'es un peu groggy et t'es en mode bon voilà machin. Et effectivement, c'est triste mais c'est bien c'est ça. Je pense que c'est hyper sain d'essayer de se ramener tout le temps. On fait ça, c'est surtout un plaisir. Et une chance. Une vraie chance. Mais ce qui est un vrai truc d'ailleurs à faire, tu peux dézoomer, je trouve, et ça marche aussi avec la santé mentale de manière générale. C'est-à-dire que pour aller bien, il faut prendre du recul et se dire ça va bien en fait, quoi, tu vois, genre, et parce qu'il y a plein de moments où tu sais pas pourquoi. Ça m'est arrivé récemment, quoi, tu vois, où je sais pas, je suis juste un peu pressé ou un truc, je suis un peu en retard sur mon rendez-vous, j'allais chez le coiffeur, machin, putain, machin, je me tresse dans le métro et du coup. Ça me donne l'impression que ma journée, c'est une journée de merde déjà, tu vois. Et là, j'étais en train de me dire, mais attends, il s'est rien passé là, j'ai 5 minutes de retard. Et tu prends juste le temps de te dire, la journée est plutôt bien, il y a ça qui va arriver, la journée est bien en fait, là, tu vois. Genre, ne te laisse pas impacter par cette émotion, quoi. Tu sais ce que j'ai un peu théorisé un truc récemment par rapport à ça. Ton prochain bouquin. C'est mon prochain bouquin sur la santé mentale. La théorie des cracks. Non mais je te jure, hein, j'ai essayé de littéralement quantifier en pourcentage mon bonheur en bonheur objectif et en malheur ressenti, tu vois. C'est qu'en gros, je me suis dit, ok, là aujourd'hui, putain, pourquoi je suis malheureux, machin et tout. Et j'ai fait, ok, d'un point de vue de pourcentage, dans ma vie aujourd'hui de cette journée, je suis au chaud, dans un pays. Oui, tous les trucs que tu prends développé, pour acquis. Voilà. Ah, mais il a plu. C'est relou. Effectivement, est-ce que c'est comparable? Mais est-ce que c'est. Les pros et les cons. Et donc, du coup, j'ai fait, ok, j'ai calculé mon bonheur. Je me suis dit, en fait, objectivement, je suis à 89%. Mais en ressenti, oui, je suis à 50%. Tu vois, comme les températures, le ressenti 50. Oui. Pourquoi? Parce que machin. Donc, du coup, j'ai fait la différence. J'ai dit, ok, en ressenti, je suis à 50. Je n'annule pas ce ressenti. Il ne faut pas se dire, non, ça n'existe pas. C'est un vrai ressenti. Tu ne peux pas annuler une émotion. C'est juste qu'objectivement, tu es à 89%. En ressenti, tu es à 50%. C'est ça, Et tu fais la différence le fait de voir qu'il y a un biais, ça te fait relativiser. Tu fais la différence des deux. Je veux bien ton barème, si tu veux. Combien de points vaut quoi? mais je te jure, je me suis fait un vrai barème en me disant, ok, alors ça, oui, bon, ça, c'est dommage. Bon, ça c'est relou. C'est des points, c'est des pourcentages. Oui, c'est des points. C'est-à-dire que, mais alors, et je te jure, hein, c'est lié. Ça, c'est pas un secret. Donc, j'ai eu un énorme problème de santé. Oui. Et je l'ai calculé parce que je me suis dit, tiens, c'est fou parce que. Oui, parce que là, d'un coup, il y a de la dynamique. Tu vois. Mais pourquoi? Alors attends. Il y a quelqu'un qui m'a suivi sur ma chaîne Twitch, je sais pas pourquoi. Mais on est sur Twitch? Et non, on n'est pas sur depuis la panique. Alors en plus à l'image c'est apparu, donc bon, si vous avez la vidéo c'est marrant. Abonnez-vous. Mais prévenez-nous qu'on est sur Twitch. Bon, ça devrait pas arriver beaucoup parce que je stream pas beaucoup, donc il devrait pas y avoir beaucoup de gens qui me follow. Je savais même pas qu'il y avait une alerte. Parce qu'on est sur mon setup OBS, donc je me ça te réveille la nuit peut-être des fois, genre que les gens te. Bah oui, non, ça sonne pas tout le temps dans mes oreilles, dans mes AirPods, dans la vie. Pardon. Bon, ça fait un beau clip, hein, écoute. Mais j'espère que je suis pas trop populaire sur Twitch, mais visiblement c'est bon parce que j'ai eu un follow là en une demi-heure. Donc chambé. Ça aurait été génial que je t'ai pranké, quoi. Et en fait, depuis le début, cette émission, les gens réagissent. Pardon, je sais plus du tout ce que tu disais du coup. Je vais te dire après, ça me fait penser ça. Mais, oui, tu parlais de ton barème, pardon. Ouais, et du coup, par rapport à ma maladie, je me suis rendu compte que quand j'étais à l'hôpital, parce que j'étais dans une notion un peu vague de ce qui m'arrivait physiquement, etc., et que les gens me disaient pas très clairement ce que j'avais, j'étais pas si malheureux que ça, j'étais plus confus. Ouais. Et du coup, c'était l'inverse. C'est-à-dire que j'étais en ressenti, j'étais peut-être à 60%, 75%. Mais en réalité, j'étais à 40% en fait par rapport au risque que je pouvais avoir sur ma santé. Mais ton cerveau te préservait aussi en te disant... Et donc du coup, ça marche à l'inverse aussi. Des fois, tu es dans une situation de danger physique et ton cerveau, il panique pas, il se dit non, il faut être concentré sur des trucs, il faut machin. Donc c'est fou comment ton cerveau peut transformer... Mais sauf que souvent, c'est l'inverse qui nous arrive. Souvent, on est plombé, tiré vers le bas par pas grand-chose. Et il faut arriver à discerner comme je me rappelle d'une vidéo, il disait les problèmes des tracas. Tu
tu vois. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est vrai. Tout à fait, ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'on digresse, qu'on parle de santé mentale, mais c'est tellement lié en fait à notre travail. Ouais. Parce que typiquement, si tu es dans une journée, même si c'est concrètement, donc en ressenti et en concret, si tu es dans une mauvaise journée, tu es peut-être en train de travailler sur un projet que tu aimes bien. Tu vois, et donc du coup, peut-être que justement, ce moment de travail peut être un moment agréable dans ta journée pas folle, mais tu peux vite faire l'amalgame aussi. Ou alors tu peux travailler, tu peux être de très bonne humeur aussi et pas réaliser que tu travailles sur un projet qui te rend pas heureux. Et tu peux avoir aussi l'inverse, quoi, tu vois. Tu peux te convaincre toi-même que tu fais ça. Ou tu t'es engagé dans un truc et puis tu réalises que tu fais plus quelque chose qui te plaît. Ça, c'est difficile aussi. Et d'ailleurs, c'est une autre question, mais c'est à quel point tu t'autorises à changer de cap dans ton écriture, tu vois, quoi. Parce que moi, c'est quelque chose que je m'autorise de plus en plus. Tu vois, par exemple, là, sur la bande dessinée, c'est un des processus les plus longs, moi, sur lesquels je travaille. Tu vois, c'est des années de travail, ça prend beaucoup de temps de commencer à dessiner. Les échanges, en plus, là, c'est 120 pages, tu vois, donc c'est vraiment une longue BD. Et c'est une histoire que dont j'ai posé les bases il y a peut-être 3 ans au moins, quoi, tu vois. Mais du coup, régulièrement, j'ai envie de revoir ma copie, quoi, tu vois. Mais je sais que j'ai pas trop envie. En fait, je suis toujours coincé entre ce truc de est-ce que je garde ce que je voulais faire à l'origine parce qu'il faut quand même pas que ça devienne n'importe quoi et que je le transforme trop, ou est-ce que je l'adapte pas pour écrire ce que j'ai envie d'écrire là maintenant. Et donc, je suis plutôt dans cette nouvelle option en général, sauf quand c'est trop tard, évidemment. Là, tu vois, je suis en train de faire le découpage et tout. Bon, je vais pas tout restructurer, mais je m'interdis pas de me dire ah mais attends, en changeant juste cette case là, je peux mettre quelque chose de différent que j'ai envie d'apporter là maintenant et que j'avais pas forcément réalisé ou dont j'avais pas forcément envie il y a 2 ans quand j'avais commencé à écrire. Oui, et dans le long métrage, c'est encore pire parce que souvent, alors à part quand, je sais pas, quand tu tournes beaucoup et très vite, et ça arrive, mais malheureusement, la plupart des films, et surtout les premiers films, tu réalises un film que tu as écrit littéralement il y a 5 ans. Oui. Et du coup, qui es-tu à ce moment-là, tu vois, et moi, je me rappelle, pour Le Vie sur le futur, le film, entre le moment où je l'ai écrit et le moment où il est sorti, entre-temps, non seulement il y a eu le Covid, j'ai eu un enfant, il y a eu des gens dans l'équipe qui sont décédés, tu vois, donc tout a changé, quoi. Donc à chaque fois, tu es obligé de te dire, ok, est-ce que ça a toujours du sens et tout, etc. Et quand tu te dis, ok, ça a du sens, mais il faut quand même que j'adapte un peu ça pour que ce soit pas trop daté, tu vois, mais un film, ça met tellement de temps à se faire, tu vois, c'est l'inverse d'un épisode de South Park, tu vois, qu'ils écrivent, réalisent et montent en une semaine. Tout d'un coup, tu te dis, mais comment ils ont fait pour parler de ça Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, tu vois, j'ai la sensation quelquefois, même si je pense que plus tu t'as trouvé vraiment ce que tu voulais raconter, moins tu as de chances de plus comprendre dans les mois qui suivent, les années qui suivent, si tu dois continuer de le mettre en place ou que tu dois le revoir en tant que spectateur. Mais je sais plus ce que je voulais dire derrière. Non, mais moi, par exemple, j'ai annulé un projet réellement. C'est-à-dire qu'il y a un projet de film d'horreur sur lequel je travaille depuis longtemps. Et entre-temps, et tout ça, c'est en grande partie de ma faute. C'est-à-dire que je l'ai développé avec des producteurs qui étaient bien partis là-dessus. Et j'ai tellement évolué entre le moment où je voulais faire le film, qui était un peu, on va dire, qui était très, très anxiogène comme film, sur des thèmes que je maîtrisais à moitié. Et quand on m'a dit, bon, tu veux toujours le faire, ce film, et j'ai fait, franchement, pas comme ça, non. Et je lui dis, je vois pas trop l'intérêt de le faire à notre époque maintenant. Surtout que ça développait des thèmes qui sont malheureusement d'actualité, qui me faisaient pas, qui me paraissaient lointains il y a 5 ans, et maintenant je lui dis, non, c'est trop proche. J'ai pas envie de rendre les gens malheureux. Et je vais me rendre malheureux, je vais rendre les gens malheureux, et au final, personne n'ira le voir. Donc ça sert à rien. On a eu un cas un peu similaire avec mon pote Valentin Vincent, que je cite beaucoup parce que je bosse beaucoup avec lui. Mais d'ailleurs, on avait sur Twitch documenté l'écriture d'un film, et qui était centré sur un président. Et c'était très intéressant. On avait fait ça comme un exercice pour le coup, tu vois, pour challenger nos méthodes d'écriture. On s'était dit, tiens, là, on sait qu'on a un créneau de plusieurs semaines où on a envie on sortait en gros d'une déception. C'est un peu comme les déceptions amoureuses. C'est pour ça que la santé mentale, tout ça, c'est très lié à notre. Parce qu'en fait, c'est un métier d'émotion, donc forcément, ça t'impacte. Et donc, de déception. Oui, et de déception. Là, on sortait d'une des plus grosses déceptions. Avec Valentin, on avait bossé 6 mois sur une série qui a été débranchée, en gros, quoi. On était en développement pour France Télévisions, on était très contents. Le projet, c'était en plus un truc qu'on voulait faire depuis un moment et tout. Et on a fait partie des quelques séries qui se sont fait débrancher, quoi. Et donc, tu as 6 mois de ta life qui passent à la poubelle, où tu te dis, mais en plus, c'était, je pense, le projet le plus ambitieux en termes de structure. Donc, du coup, avec du recul maintenant, je suis OK avec la situation parce que je me dis, on a beaucoup appris, quoi. On a énormément appris parce que c'était une série chorale avec 4 personnages qui vivaient en parallèle et qui se retrouvaient. Donc, c'était un peu des poupées russes de t'as 4 storylines qui doivent nourrir une grande arche, etc. Et on avait vendu quelque chose et vraiment, France Télé nous avait dit, c'est vrai que vous avez un peu 4 séries et pas vraiment une, quoi. Et du coup, on s'est dit, tiens, c'est vrai. Et du coup, après, on s'est arraché les cheveux. Le retour était tellement bon que
on a passé 4 mois et demi au moins sur la structure juste, alors que c'était une comédie, on parlait plus de blagues, et on s'est épuisé. Enfin ouais, voilà, tout ça pour dire que c'était un projet qui nous avait épuisé, quoi. Et en plus, pour finalement ça se fasse pas, alors qu'on avait l'impression d'avoir un peu décodé la matrice, tu vois. Donc c'était très frustrant. T'es en mode, t'as l'impression que ça y est, ça marche, t'as fait marcher les choses, et ils disent non, c'est mort, tu vois. Et donc c'était très frustrant. Et du coup, on s'était dit, on veut vraiment écrire de la pure comédie, un truc simple, efficace, structure simple, mais on va s'amuser à écrire de la vanne et tout, quoi. Et du coup, on s'était dit, on va le documenter sur Twitch. Et le processus. Pardon, pourquoi je te parlais de ça? Ça y est, j'ai reperdu le fil de ma pensée. De quoi on parlait juste avant. Ce projet. Ah oui, voilà. Et c'est ça. Et du coup, on l'a débranché de nous-mêmes. Ça, l'ironie. Du coup, effectivement, il y a une ironie comme maintenant que je te le raconte dans l'ordre. Mais du coup, on s'est dit, on va faire un projet. On sait pas ce que ça va donner, mais on va le documenter sur Twitch. Et du coup, c'était sur un président qui partait en burn-out, en gros, quoi. Mais c'était très marrant à faire parce qu'ailleurs, on a d'autres idées en stock qu'on a développées à ce moment-là. Mais c'était marrant de le faire devant les gens. Et on s'était donné un créneau très court pour dire, OK, si on est efficace, on fait un petit dossier de film. Mais tu vois, on l'a gardé dans nos tiroirs à un moment, on l'a présenté à des producteurs et tout, et au bout d'un moment, bah justement, voilà, la société évolue pas mal. Et au bout d'un moment, je suis en train de me dire, en fait, je veux plus faire un film sur un président, créer de l'empathie pour un président aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Et non, mais c'est vrai, pardon, ça devient un peu politique, mais c'est total. J'étais là en train de me dire, en fait, en plus, c'était sur un président en burn-out qui, au final, finissait par quitter la politique parce qu'au final, il n'était pas fait pour ça. Ouais. Mais quand même, ça racontait quand même globalement un film sur, oh, le pauvre président. Et j'ai pas envie de raconter cette histoire aujourd'hui. Et du coup, je suis coincé. Je suis en mode, en fait, cette histoire ne m'intéresse plus. Je veux plus faire un film qui véhicule ces images-là. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, on se dira, ah, en fait, il faut le voir de cet axe-là. Et on trouvera une nouvelle manière de raconter cette histoire-là, et on le fera peut-être, mais où la société réévoluera et on se dira, ah ça y est, on peut ressortir ce truc, maintenant ça a du sens. Mais oui, c'est vrai que des fois, et là, je me vois plus du tout faire ça. Je me dis, ah non, il s'est passé trop de choses politiquement en France et tout, je me sens trop concerné par ça, quoi. Non, mais c'est une vraie raison aussi de se dire, mais qu'est-ce que ça va raconter pour le grand public, etc. Et pour toi. Tu peux pas juste te baser sur oui mais c'est drôle, quoi, c'est pas possible. Bah oui, c'est ça. Un projet prend trop de temps, trop d'énergie. Tu peux en faire un sketch, tu vois, tu dis ok bon c'est pas ouf mais c'est un sketch, donc voilà. Mais si c'est un film qui va te prendre 3 ans de ta life, et surtout après que tu dois, ça c'est un truc que j'ai appris avec le Visiteur du Futur, c'est que non seulement c'est hyper dur de faire un film, mais il faut être prêt à le défendre longtemps après. Parce que un long métrage, ça a l'avantage, si tu as la chance que ton long métrage fonctionne un peu, et bah tu le fais vivre sur 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois. Et tu dois quand même en être fier, malgré ses défauts, tu vois, parce qu'il y aura forcément des défauts, mais tu dois quand même en être fier. Et si t'es un peu en mode, ouais, bah j'ai fait ce film comme ça, parce que j'y croyais à moitié, mais on m'a dit de le faire, c'est horrible comme expérience, parce que tu dois défendre un truc que t'aimes pas, quoi. Ouais, totalement. Et du coup, ça marche aussi pour avant que ça existe, quoi. Quand il revient, effectivement, il faut toujours avoir de l'appétit pour ce truc-là. Moi, d'ailleurs, en vrai, Truth Boy était une bonne leçon pour ça. Avec Valentin, je crois que Valentin l'a vécu un peu pareil, où on s'est rendu compte, parce qu'on pensait pas s'engager sur un truc aussi long quand on s'est engagé dedans. Sinon on le fait pas. La BD c'est à l'opposé pardon, de ce qu'on fait nous. On fait un Vine et il existe tout de suite. Toi tu fais un tweet et il existe tout de suite, et après plus tard t'en fais un bouquin. Mais effectivement, nous on a grandi dans ce monde d'instantanéité, et du coup dès que les processus sont longs, ça change tout. Et surtout la BD, je pensais pas que c'était aussi long, parce que en plus nous on a eu un parcours avec Truth Boy qui était particulièrement long. Ça peut être plus rapide dans la BD quand tu maîtrises bien et que ça se passe correctement. Là on a eu plein d'aléas d'emploi du temps et tout. Mais effectivement, vous avez changé d'éditeur aussi en cours de route. On a changé d'éditeur. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Mais donc on n'a pas eu le parcours traditionnel, mais du coup ça nous a forcé à être très endurants. Pardon. Et clairement, on s'est rendu compte avec Valentin à un moment donné de se dire, en fait, le cœur de l'histoire ne nous touche pas assez. Enfin, y a pas. En fait, on a mis quand même beaucoup de nous. Je suis fier de la BD. Tu vois, il y a plein de choses à nous, à droite, à gauche et tout. Mais le cœur était pas un truc trop intime. C'était un truc plus artificiel de scénario. De voilà, ce gars-là, il pense comme ci, comme ça, il va apprendre ça. On essayait quand même de faire, tu vois, une histoire construite correctement, mais c'était assez artificiel, et au final ça parlait pas forcément d'un truc que nous on avait vécu ou qu'on ressentait. Il y avait des petites séquences qui nous plaisaient et tout, mais du coup à l'endurance c'est un peu dur, quoi, parce que du coup tu te dis mais pourquoi je suis en train de... En fait régulièrement t'es amené à te poser la question pourquoi je suis en train de bosser sur ce projet, quoi. Justement, il faut que tu puisses répondre tout le temps, quoi. En fait, en gros, moi j'ai une sorte de matrice de documents pour n'importe quel type de projet. Tu es hyper. T'as des Excel, toi t'aimes bien cadrer les trucs. La santé mentale, non mais c'est bien. Je suis un robot. Non mais c'est bien, tu m'enverras les fichiers si t'as bossé pour nous. Mon tatouage, c'est ça, c'est un tatouage de robot. Ah oui. En fait, c'est ça le twist de toute ta carrière, c'est que t'écris des robots, mais en fait t'es un robot. Exactement. En gros, j'ai une matrice de documents où il y a écrit première page titre, ensuite il y a marqué pitch. Ensuite, tu as marqué thème. Ah, c'est marrant, mais j'ai un truc un peu comme ça, je pourrais te montrer. Tout simple, tu vois, pas révolutionnaire. Mais
deuxième page, personnage. Ouais. Et troisième page, j'appelle ça structure primaire. C'est pas trop compliqué. Mais le plus important pour moi, c'est que dans la première page, il y ait le titre, le pitch et les thèmes. Ouais. Thème, je mets thème / idée. Tu vois. Et c'est là où je mets le plus de phrases clés qui définissent pour moi, même si j'ai pas l'idée de tous les persos, même si j'ai pas encore en tête toute la structure, même si je suis pas encore hyper avancé, je mets le point d'accroche, tu vois, ce qui m'a lancé là-dedans. Et du coup, quoi que je fasse, quand je reviens dans ce document, c'est le premier truc que je lis. Tu vois, je le mets pas tout en bas, je le mets tout en haut. Puis après, je développe en bas, et après, et après, ce document prend des pages et s'agrandit parce que je refais la structure primaire peut-être 5 fois. Tu vois. Et du coup, à la fin, j'ai peut-être une structure primaire qui devient un peu plus cadrée, mais je remonte toujours en amont pour dire, ok, d'abord, ce qui m'a importé, c'était ces thèmes-là, ces idées-là. Et est-ce que ça marche toujours? Est-ce que c'est ça ce que j'allais dire, parce que des fois, moi, je remets ça en question énormément. Et des fois, je rajoute. Dire, en fait, c'était inconscient, mais c'est ça qui m'intéresse. Et donc, du coup, je le remets. Du coup, je reviens dans la page numéro 1 et je dis, ok, et ça, je le mets en gras, je le souligne, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Pour régulièrement me confronter à ça, me dire, ok, c'est ça le pourquoi de ce projet va peut-être exister, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est, on va dire, oui, quand tu fais un sketch, tu n'y penses pas forcément. Parce que dans un sketch, tu écris rapidement et normalement, tout est dit dans le sketch. Mais dans un scénario de film ou dans un roman, tout peut être dilué, tout peut se perdre, tu vois. Et c'est important de se le rappeler. Et un truc pareil, en parlant des trucs que je détestais faire pendant longtemps et que j'ai appris à apprécier à faire, c'est les fameuses notes d'intention. Parce que c'est le truc qui... C'est vrai que c'est pas normal au début que ça te plaise pas, en fait. Mais même si c'est... Enfin, la forme... c'est une forme horrible, c'est une forme scolaire. C'est ça aussi. Mais en vrai, si tu sais pas le remplir, c'est qu'il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est que bien sûr, pareil, tu fais pas forcément une note d'intention pour un sketch. Ou pour... C'est on peut peut-être préciser pour les déprimant. gens qui savent pas forcément ce qu'est une note d'intention, juste en une phrase ou deux. En fait, c'est un document qui peut faire 1 page, 2 pages, 3 pages. C'est un petit peu comme de la philo, c'est un peu une analyse du film qui n'existe pas encore. Exactement, voilà. C'est un peu, c'est littéralement se branler sur son propre film en disant, vous allez voir, c'est incroyable. Disons que je trouve qu'on le voit beaucoup comme ça au début, alors à savoir que c'est plus essayer de faire comprendre quelles sont tes motivations. Oui, exactement. Et en fait, c'est plus simple que ça finalement. Et aussi, c'est parce que j'ai appris aussi à en lire. C'est que moi, j'ai fait, comme toi, j'imagine, fait partie de comités d'aide ou de concours. CNC, tout ça. Et du coup, tu te retrouves à lire ces documents. Et tu te retrouves des fois à être touché par ces documents. Tu te dis, mais oui, ça peut être un document qui n'est pas forcément froid et scolaire et attendu. Il y a des gens, tu as l'impression d'apprendre à les connaître avec ce document. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai vachement aussi changé ma façon d'écrire ces fameuses notes d'intention et tout, en parlant de moi, en disant voilà pourquoi moi j'ai envie de faire ce projet-là. C'est ce qui intéresse le plus les gens. En fait, c'est pas genre voilà pourquoi ça va être stylé. C'est voilà pourquoi moi ça me parle. Et donc en fait, si ça te parle pas, moi j'ai envie de parler de frangins ou machin et tout. C'est ça dont j'ai envie de parler en fait. Quoi. Et c'est ce que les gens retiennent le plus, c'est l'humain. Ils n'ont pas besoin que tu leur fasses un cours de cinéma pour leur dire d'où viennent tes idées, machin, etc. D'un point de vue historique, ils préfèrent que ça vienne de toi. Et ça, c'est un truc, plus j'en ai lu, plus j'ai appris à apprécier, à les écrire et surtout à me rendre compte que ça m'était utile aussi. Tu vois, oui, parce que des fois, tu clarifies en te rendant compte que tu n'as rien à dire. Quoi. Voilà. Enfin, où tu dis des trucs un peu genre en mode l'action, machin. Et oui, ça te fait te poser des questions que tu ne te serais pas posé en temps normal. Exactement, ça te force, tu vois. Et quitte même des fois à bullshiter. C'est-à-dire que moi, je me rends compte des fois je me dis, ok, là, je sais pas quoi je dis, ce que je dis, je sais pas si ça a du sens, je bullshit, je vends un truc que je sais pas du tout ce que je maîtrise. Mais ça me force à écrire, à poser des choses. Et dans après, l'eau, il y a des trucs, il y a de la merde, mais au milieu, il y a 2 phrases qui ont du sens pour toi. Mais c'est surtout à faire semblant d'être plus intelligent que je le suis. Et après, je me dis, ça serait bien que le scénario reflète ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce que tu t'auto-persuades. Tu fais, ah merde, faut que je réécrive le scénario. Parce qu'en fait, ce que je dis là, c'est plus intéressant que mon histoire, en fait. Donc, tu te retrouves à faire des allers-retours entre ton script et ta note d'intention, parce qu'en plus, ça prend du temps, et tu as plein de versions, et voilà, c'est un processus qui est pas linéaire. En fait, ça, c'est un truc, je pense que les gens, ils ont du mal à percevoir les écritures de romans, de films, etc. C'est pas linéaire. Oui, c'est vrai que c'est la question qui revient beaucoup de ça vous a pris combien de temps? Et t'en dire, waouh, en fait, j'ai fait plein d'autres choses en parallèle. Déjà, heureusement, je fais pas ça tous les jours de 8h à 9h du soir. Sinon, mais du coup, c'est impossible. Je peux pas. Est-ce que tu veux vraiment le chiffre de partir du premier document ou le moment où j'ai eu l'idée jusqu'à ce qu'on s'est sorti? Il s'est passé 7 ans des fois, tu vois, genre. De Vincent Futur, c'est ça. C'était 7 ans. Et entre-temps, j'ai fait des séries, des BD, etc. Tu vois, donc, heureusement que j'ai pas fait que ça. Mais oui, entre la première fois où quelqu'un a dit si on faisait un film Visiteur du Futur et le moment où le film il fait tiens, voici un film Visiteur du Futur, il s'est passé 7-8 ans, quoi.
Mais d'ailleurs, bah écoute, tu m'y emmènes naturellement, ça, c'est un truc dont je voulais te parler. Est-ce que le film, d'ailleurs, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour ça, mais je serais curieux, du coup, vu que ce podcast, l'idée, c'est de mieux comprendre comment les gens travaillent. Donc, du coup, là, c'est toi, on veut savoir, toi, comment tu travailles. Est-ce que tu pourrais nous faire une étude de cas, un peu nous dire, tiens, ta manière de travailler du début à la fin sur un projet. Est-ce que le film VDF est un bon exemple ou pas? En fait, il vaut mieux que tu me dises l'exemple que tu veux que je prenne et je vais te dire comment je l'ai fait. Bah, raconte-moi le film, alors, du coup, vu que t'en parlais naturellement. À quel moment, même si, bon, c'est une suite, effectivement, c'est une suite de séries, c'est un reboot. C'est à la fois l'exemple le plus concret parce qu'il existe, contrairement à 90% des projets d'écrit qui n'existent pas. Ouais. Ou alors, sinon, si tu préfères, raconte-moi la méthodologie la plus récurrente dans ton travail, quoi, celle qui fonctionne, en tout cas qui est la plus régulière, ou alors vraiment à chaque fois tu redécouvres encore ta manière de travailler. Parce que du coup, déjà, tu nous parlais de ce petit document là. Moi, je trouve ça cool, tu vois. Ça veut dire que quand tu as une idée, tu vas dans ce petit document déjà, tu essaies de remplir les cases. Ça, c'est le truc le plus récurrent dans ma méthodologie. C'est ce document que j'ai qui est. Et maintenant, en plus, que j'ai fait un truc maintenant, c'est que je travaille sur Google Drive. Tout simplement pour pouvoir écrire sur mon téléphone. Parce que, surtout quand c'est les premières étapes de juste mettre des idées, des noms de personnages, quoi. Tu ne demandes pas de s'asseoir et d'écrire des milliers de mots. Ça, tu peux le faire de n'importe où, quoi. Le fait de pouvoir le faire n'importe où, dans le métro, dans le bus, en attendant un truc, tu vois, ben ça aide à décomplexer le processus, tu vois. À pas me dire il me faut ma pomme du matin, il me faut mon petit machin, il faut mon plaid, il faut ma température. C'est ça, on peut créer n'importe quand, dans n'importe quelle condition. Donc, du coup, c'est un truc que je mets sur Drive pour pouvoir y accéder régulièrement. Moi, j'adore ce moment pour détailler un petit peu, personnellement en tout cas, cette sensation là de la nouvelle idée. Ce moment-là, il est hyper savoureux. Justement, surtout quand c'est inattendu, t'es dans ta douche, t'es dans le métro. C'est souvent, je trouve, quand tu fais quelque chose de très mécanique et du coup ton cerveau divague. C'est la fameuse exploration de John Cleese dont tu parlais, quoi. Mais moi, ce qui m'inspire, c'est la sensation ou peut-être l'illusion que ce projet va exister. Oui. Même si au final, il va pas forcément exister, et ça, j'ai appris à l'accepter. J'ai besoin, pour être motivé, de me dire non, mais en fait, c'est faisable. Tu vois, parce que bien sûr que tu peux commencer à écrire ton space opéra, etc., ou un truc improbable. C'est juste que moi, j'ai besoin de me dire non, c'est pas si fou que ça. Ça peut être fait. Et après, la réalité arrive et ça devient plus compliqué. Mais j'ai besoin. Et donc, c'est pour ça que des fois, ce qui va m'inspirer, c'est une conversation avec quelqu'un, tu vois. C'est souvent une conversation avec quelqu'un qui va me dire ok, en fait, avec cette personne, on peut faire ce projet-là, quoi. Ça peut être un éditeur, un producteur. Et là, tout d'un coup, je vais être en mode mais dans ce cas-là, oui, ça c'est possible. Mais tout est possible, tu vois. Et là, j'ai l'impression de pouvoir utiliser mon imagination à bon escient, tu vois. Et après, c'est là où ça devient le plus compliqué. Et après, c'est le début des emmerdes. Mais j'adore ce moment pour revenir sur ce que tu dis là. Je sais pas si toi, ça t'arrive souvent aussi, mais moi, ça m'arrive de me donner l'impression, un petit peu comme ce que tu disais sur l'intention. C'est-à-dire que tu vas parler d'un sujet et d'un coup, tu vas me retrouver à pitcher une idée que je viens d'avoir, comme si je l'avais déjà, comme si c'est un truc dont je voulais te parler. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Non, mais... Et en fait, t'es en train de te mentir à toi-même, tu es en train d'avoir l'idée et t'as besoin de te la formuler à toi aussi. Donc tu vas dire j'avais pensé. Des fois, je me trompe, t'es genre. Maintenant, j'apprends à assumer ça me fait penser à quelque chose ou quoi. Mais ça m'est arrivé et ça m'arrive encore de dire j'avais pensé à telle idée. Et en fait, non, tu viens d'avoir l'idée, t'es en train de la développer, parce que la personne vient de te donner l'idée, elle a déjà existé dans ton cerveau et t'as juste à la formuler. Et puis moi, le nombre de fois où avec à des potes, je leur dis faut que je te raconte l'histoire de laquelle je travaille, et je raconte. Et en la racontant, déjà je brode en fonction des réactions. Je vois le mec qui fait et qui part ailleurs. Ça, c'était un des conseils de Blake Snyder, un des théoriciens. De pitcher tout le temps à n'importe qui, des inconnus surtout, l'histoire, parce que tu vois le moment où il débranche, le moment où il clique, le moment où il pose des questions, ça connecte, et où il pose des questions. Donc en fait, tu sais, à force de le raconter, t'améliores ton histoire parce que tu vois ce qui plaît aux gens. Et souvent, les gens me disent mais c'est trop bien, je peux le lire, et je fais tu peux pas, je viens de te le dire. J'ai tout. C'est tout que j'ai. J'ai rien d'autre en fait. Et après, je fais faut que je l'écrive d'abord. Et il faut merde, en fait, tu n'as rien écrit.
Ouais. Non. Mais c'est vrai que c'est agréable ces moments-là parce que du coup, moi, on est peut-être comme pareil, du coup, toi et moi là-dessus, mais c'est que c'est ça qui me nourrit, moi. C'est me dire, ah, ça lui a plu. C'est que, Oui. en fait, l'idée, elle existe presque qu'à ce moment-là. Si j'ai une petite Exactement. idée, moi, elle me plaît un peu à moi, mais moi, c'est pour ça que moi, je coécris aussi beaucoup, c'est que je suis beaucoup moins agréable avec moi-même qu'avec les autres. Dès qu'on est deux, tu vois, je vais être une personnalité totalement différente. Et ça, pour le coup, c'est ma santé mentale à moi où j'essaie d'apprendre au fur et à mesure à être un bon co-auteur de moi-même, tu vois, à être plus doux avec moi, moins juger ce que j'écris et tout, parce que quand je suis tout seul, je suis atroce et je me comporte comme je me comporterai jamais comme ça. Je dis, mais elle est pourrie cette idée, c'est de la merde, tu vois. Et du coup, le moment où je vais t'expliquer, je vais J'imagine pitcher que tu le dis ça truc. à Valentin. Arrête Ah ce ouais. métier, tu n'as aucun talent. Pardon, c'est c'est ça. moi, c'est mes angoisses qui parlent. Non, mais c'est ça. Et dès qu'on est deux, j'ai un ego de groupe d'un coup parce Oui. que j'ai confiance en toi et je me dis, c'est super ce qu'il fait François. Donc si on bosse ensemble, et s'il valide que Ouais. l'idée est bien, ça veut dire que l'idée est bien parce Ouais, que j'ai ouais. pas confiance en ce que moi je vais penser, tu vois. Mais du coup, pour moi, ces moments-là, ils sont savoureux parce que j'ai la validation. Ouais. Et de toute façon, on fait des œuvres pour qu'elles soient vues Bah. et regardées. Donc si je supporterais pas faire. Ou alors, il faut que ça me plaise à moi, et ça, c'est peut-être mon parcours à moi, c'est d'apprendre à faire des œuvres et je m'en fous de la vie des autres, un truc que moi j'aime, quoi, tu vois. Mais Le point de départ du Vice en Futur, c'est moi qui voulais faire rire Florent et mon frère. Ouais. C'était ça, c'est genre, vous avez vu, c'est marrant Ouais, marrant ouais. ou c'est pas marrant? On peut changer, hein. oui, Tu c'est vois. ça, ouais. Et je savais que s'ils trouvaient ça correct et qu'après ils allaient rendre ça encore plus marrant, on Mhm. allait tous s'auto-stimuler, tu vois. Ouais. De se dire genre, ah ok, il a réussi à upgrader le truc, tu vois. Moi, Ouais. même quand j'écrivais, je me rappelle, la première série professionnelle qu'on a écrite avec Slim, c'était donc Les Opérateurs. Ouais, bien sûr, je me La- souviens. C'était la première web série de France Télévisions à l'époque où ça s'appelait même Studio 4. Et je me rappelle le nombre de fois où j'écrivais en disant putain, celle-là, j'ai envie que Slim se marre. J'ai envie que, tu vois, parce que Slim, il est très, très sévère aussi en humour. Et quand il me disait, mec, le passage où le personnage donc, joué par notre ami commun Nicolas Bernot part du bureau et marche à l'envers et tu t'écris qu'il marche à l'envers pendant tout le couloir et qu'il tourne dans l'angle en continuant à marcher à l'envers. Et j'ai fait oui, c'était pour toi cette blague. Parce que, bien sûr, je pensais, à ce moment-là, je pensais pas aux producteurs qui eux, ils vont rien comprendre. Tu vois. Je pensais qu'à Slim, tu vas dire, elle est marrante. Et surtout de penser après qu'il y aura un humain qui va être Voilà. payé. Oui, un cadeau à un comédien. Voilà, je aussi, dis ok, il quoi. faut que tu quittes la pièce, mais en arrière, tu fermes la Ouais. porte et tu repars dans l'autre sens. Et tu continues en arrière dans le couloir et tu fais l'angle. Ouais. Et il fallait... Ça me fait penser, j'ai fait ça avec Vincent Tirel sur une chaise, pareil, qui se déplace uniquement en chaise dans des bureaux et les gens se déplacent en chaise, un peu comme dans des voitures. Ouais. Quoi, et c'était mon petit délire à moi, ça fait penser à ça. Et après, maintenant, j'ai appris, et là, pareil, c'est peut-être très triste, à faire la même chose avec moi-même. À non, dire, mais oui. À écrire un truc en me disant, Ça c'est va abusé. t'amuser. Ouais. Non, mais non, de dire, c'est abusé ce que j'écris. Mm. Genre, ce n'est pas de la vraie, ce n'est pas une vraie. Surtout Oui, quand j'écris d'accord. mon roman, des fois, je suis en train de dire, cette phrase ne sera dans aucun roman. Personne n'osera écrire cette phrase tellement elle est stupide. Ouais. Et ça me fait marrer de l'écrire. Et du coup, c'est ça que je mets dans le truc. Bah un oui, truc oui, qui oui. me surprend de Ouais, moi-même, en fait. Oui, bah ouais, c'est Tu ça. vois. Ouais, mais c'est apprendre à décomplexer son écriture. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de superbes œuvres qui viennent de ça. Je pense notamment à Georges Clooney, la BD. Je sais pas si t'as vu la BD Bien Georges sûr, Clooney, Georges Clooney, qui bien est sûr. sublime, mais qui est une. Et d'ailleurs, Fab Caro a une écriture un peu comme ça, décomplexée. Mais, Tu vois, où tu te dis, mais c'est fou d'assumer ça, Ouais. mais c'est génial en même temps. Parce qu'en fait, tu vas toujours trouver une manière de. En fait, c'est d'ailleurs, moi, j'ai commencé l'improvisation théâtrale et ça m'apprend beaucoup sur mon écriture là-dedans parce que Ok. justement, en fait, tu coécris en direct avec des gens. Ouais. Tu vois, les gens proposent des Ok. choses. Et en fait, si t'es trop en train de juger ce qui se passe, en train de Fais dire, rien. bah, elle est pourrie cette réplique, elle est Ouais. pourrie cette proposition de trajectoire, mais tu fais plus rien. Ouais. En fait, t'es obligé de, tu vois, quelqu'un a proposé une idée éclatée, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'on peut tirer d'intéressant de ça? Et des fois, t'es surpris de voir que tu peux faire un truc superbe, quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est de se dire, mais attends, on est parti de cette réplique que mon cerveau a jugée et s'est dit, mais ça, c'est nul à chier comme point de départ. Et on en a fait un truc qui était hilarant à la fin. Et donc, ça, c'est le meilleur ressenti quand tu fais de l'improvisation. Mais effectivement, c'est décomplexer un peu ça, quoi. Georges Clooney, moi, j'étais fasciné. Je conseille à tout le monde de lire Bah Georges oui. Clooney. Alors, c'est une BD qui s'appelle Georges Clooney, Oui, qui s'écrit pas exactement comme Georges Clooney. Oui, Je crois qu'il y a une autre. ouais, C'est pas les... c'est ça. Et voilà. c'est Philippe Valette, je dis pas Oui, de bêtises, Philippe Philippe Valette, Valette, bien sûr. très grand. Moi, j'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Ah bah ouais. Mais c'est vraiment l'histoire du projet. C'est lui qui en avait marre de bosser sur des projets compliqués, exactement comme la jeunesse d'ailleurs de Rick and Morty. Comme quoi, on retrouve souvent les projets les plus fous et les plus créatifs dans ces contextes-là. Ouais. Mais et Georges Clooney, en gros, il s'est dit, vas-y, j'écris juste de la merde. Et c'était Je sur vais le mettre Internet à sur la un base. blog à l'origine, et c'est devenu une BD après. Mais littéralement, la première planche, c'est un gars qui a une espèce de flash dégueulasse qui Dessiné s'appelle au Georges feutre. Clooney, dessiné au feu, tout Qui pourri. n'a jamais expliqué pourquoi il s'appelle Georges Non, Clooney mais c'est ça. et si c'est un rapport avec le comédien, c'est jamais justifié quoi. Non, mais c'est ça. Et donc, c'est une espèce de flash. Et vraiment, la première planche, si je me souviens bien, mais il me semble que c'est ça. C'est lui, première case, je crois, tout seul, ou même déjà dès la première case, il est face à une merde. Il Et il dit, putain, mais qui a chié dans mon salon?
c'est quoi, tu vois. Mais ce qui est fou, c'est que c'est le Et meilleur c'est parti hook pour en plus. 300 pages Et c'est parti qui pour partent de 300 là, tu vois. d'enquête, Ouais. mais t'es à fond, quoi, tu vois. Et Fab Caro a fait un roman un petit peu comme ça récemment, ça me fait penser à ça, mais sur un western. Je sais pas si t'as lu le Moon, je sais plus comment il s'appelle, machin Moon. Je ne peux pas lire tout ce que fait Fab Caro, oui. c'est impossible. Il y a un problème de timeline, on n'a pas le temps de lire, alors que lui, il a le temps de l'écrire. C'est ça qui est fou. Mais je te conseille, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le dernier western en date. Je crois pas qu'il en ait fait d'autres. Et l'intrigue, c'est un peu similaire. C'est une actrice, du coup, c'est pendant un tournage de western. Il y a une actrice qui se réveille avec une bite dessinée sur la joue, et c'est qui a dessiné une bite sur la joue de la comédienne. Et c'est vraiment premier degré, quoi. En parallèle de d'ailleurs les enfants de Fab Caro qui jugent son travail. Et ça, c'est très non, drôle. mais c'est une BD, ça. Ouais, c'est une BD. Oui, je l'ai lu. Tu l'as lu. Régulièrement, il y a, pour le coup, tu sens qu'il se juge quand même encore un petit peu, comme quoi il se juge aussi, parce que lui, il a besoin de la vie de ses filles, c'est ce qu'il disait en interview, qui sont là pour lui dire papa, c'est de la merde, tu vois. Et du coup, il les a carrément mis dans la BD, qui disent non, mais là, t'es encore en train d'utiliser tes ressorts classiques. Mais non, mais comme quoi, oui, apprendre à créer de manière décomplexée comme ça. D'ailleurs, en vrai, ça me fait penser à un truc que me disait souvent ton frère quand on travaillait ensemble, Raph, où il me disait, je sais pas d'ailleurs s'il avait tiré ça de quelque part, mais c'est qu'il faut un peu enlever le prof, quoi. Il faut garder l'enfant au début, quoi. C'est que t'as l'enfant et le prof, t'as l'enfant créatif, parce qu'on revient encore une fois à l'exploration de John Cleese. Et si t'as le prof qui est là trop tôt, tu vas rien faire en fait, quand t'es tétanisé par la peur, quoi. Et donc il faut laisser l'enfant s'amuser, et après t'inquiète, il y aura le prof qui va débarquer, qui va dire bon, écoutez, on va mettre un peu d'ordre, très rigolo l'amusement. On va mettre quelques virgules dans ses phrases, voilà. Mais c'est vrai qu'on a trop vite envie de faire rentrer le prof en jeu, quoi. Alors que effectivement, on écrirait des choses vraiment différentes, vraiment libérées. C'est toujours ça, et ça se voit aussi dans la collaboration en écriture, c'est que il y a aucun intérêt de tuer une idée dans l'œuf. Et c'est là où tu vois un bon script doctor d'un mauvais script doctor, parce que script doctor, c'est littéralement un talent que tout le monde n'a pas. Même un scénariste ne peut ne pas l'avoir, et un producteur ne peut ne pas l'avoir. C'est un talent à part entière d'arriver à reconnaître des bonnes idées et les tirer, à dire ah ok, tiens, cette idée, je vois ce que tu veux faire, mais j'arrive pas trop à comprendre si c'est bien utilisé. Vois où tu peux aller avec cette idée en allant dans cette direction. Et surtout réussir à pas. Pour moi, ce qui est compliqué, c'est pour préciser le métier de script doctor, c'est des gens qui lisent des scénarios et analysent et te font des retours sur ton idée. Et effectivement, pour moi, la mauvaise manière d'être un script doctor, c'est d'être un autre auteur. Et de dire ah bah non, mais cette idée-là, elle est bien. Moi à ta place, j'aurais raconté ça, parce que le reste, ça me parle pas. Alors qu'un bon script doctor va dire qu'est-ce que tu veux raconter. Ah, alors je pense que pour mieux raconter ce que tu veux raconter, il faut faire ça. Mais effectivement, c'est une façon de réfléchir qui est différente. Tu vas pas dire ah bon, bleu non, rouge. Moi, je préfère le rouge. C'est ça. J'ai intérêt. C'est vrai. Et des fois, il y a des gens qui sont incapables de différencier leur goût, voilà, tu vois, et leur analyse d'un script, d'une histoire, d'une idée, tu vois. Et des fois, tu peux être un très bon script auteur d'une histoire, d'une idée qui ne t'intéresse pas vraiment, c'est vrai, ou qui ne te touche pas. Mais tu peux voir les mécanismes et tout. Mais je discutais de ça avec Navo il n'y a pas si longtemps, qui lui est très bon là-dedans, parce que justement il coécrit beaucoup pour les gens. Il écrit rarement ses idées à lui, donc lui il fonctionne beaucoup comme ça, où il va dire attends, il va avoir besoin de préciser, voilà, qu'est-ce que tu veux faire. Ah d'accord. Et dans ce cas-là, je pense que c'est pas aligné. Si effectivement toi tu veux parler de telle histoire, en fait il faut que tu réajustes dans ce sens-là, parce que sinon on comprend pas en fait. Juste on comprend pas ce que tu veux dire. Et du coup on a l'impression que tu veux raconter autre chose. Et en plus ça c'est très intéressant ces moments-là, parce que du coup s'il te dit, parce que là pour moi ce que tu racontes c'est ça, et tu dis ah bah non, c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs ça c'est on pourrait en parler aussi, mais ça peut être piégeux aussi. Ça c'est l'enfer. C'est que tu veux raconter quelque chose. C'est marrant, récemment j'ai regardé la vidéo de McFly et Carlito qui débriefait Golden Moustache. Je sais pas si t'as vu ce truc-là. Ils ont fait une vidéo react où on se souvient de Golden Moustache, et du coup ils ont regardé des vieux sketchs. Et du coup ils se sont retrouvés un peu dans cette position-là. Je trouvais ça hyper intéressant, où ils analysaient leur sketch Pas d'amalgame, je crois qu'il s'appelle. Et en gros ils s'étaient fait beaucoup taper sur les doigts quand le sketch était sorti. Et en le revoyant avec du recul, ils disent ah ok, je comprends maintenant, tu vois, ils ont changé, ils ont eu TikTok Girl qui se sont pris un peu une baffe avec ça et tout. Ils ont dit mais en fait c'est un peu la même mécanique que TikTok Girl, et ce que les gens nous reprochaient c'est qu'en gros pour essayer de préciser, c'est que c'était un sketch qui disait un peu on peut plus rien dire, mais à outrance, ce qui fait que c'est ça qui les faisait rigoler, je pense, quoi, tu vois. Mais effectivement les gens voyaient plus des gens qui se moquent des gens qui essaient de bien faire, qui essaient d'être progressistes et d'intégrer les nouveaux codes, tu vois. Et du coup la vidéo est intéressante parce qu'on les voit comprendre ça et dire ah mais c'est ça qu'effectivement qui était mal interprété, parce que eux à aucun moment ils ont voulu dire ça, tu vois. À aucun moment ils ont voulu faire un sketch réac entre guillemets, quoi, tu vois, pour grossir, je grossis les traits, mais comme quoi tu peux vouloir dire quelque chose et tu dis en fait son contraire potentiellement, ou en tout cas les gens entendent le contraire. Et donc ça peut être hyper piégeux, et c'est pour ça que tu as besoin d'avis extérieurs pour dire attention, là il y a ce que tu veux raconter, il y a au final ce que tu racontes, et c'est pas sûr qu'on comprenne la même chose, quoi. Et ça c'est un peu sans fin, hein, dans le sens où tu peux aussi on va dire aimer l'ambiguïté, tu vois. Et moi c'était le problème que j'avais avec le film d'horreur que
que j'ai stoppé, Ouais. c'est parce que je trouvais que l'ambiguïté n'était pas finalement. Même si j'adore les films d'horreur ambigus, tu vois, j'adore les films d'horreur, on sait pas trop, oh là là, machin, et Ouais. tout. Et en même temps, là, je me suis dit, par rapport au sujet, le fait de pas savoir, c'est un problème, tu vois. Oui, ok. Ouais. Et Ouais, ouais. il y a des sujets qu'il faut pas forcément rendre trop ambigus parce que ça reflète des fois des mauvaises choses et tout. Et donc voilà, donc du coup, ouais, tu dois toujours te poser les bonnes questions et même au montage, des fois, tu dis, mais est-ce que les gens comprennent, tu vois. Vous avez eu la chance sur les dissociés, vous avez pu faire un truc de riche, à savoir de faire des projections tests Ouais. et demander à des gens, on va dire, plus ou moins lambda, mais quand même que vous connaissiez. Ouais, ouais. Il y avait des gens que vous connaissiez pas du tout dans ces projections tests. On avait invité un peu des. Ouais, on avait fait deux projets-tests. On a fait une Ouais. projet-test avec des gens du milieu, des Ouais. copains à nous. T'étais venu d'ailleurs? Je me Non, souviens plus. non. T'es pas venu? Moi, j'ai découvert le Et, film. ok. aussi, Et, ouais. et on avait fait une deuxième projection test avec une sélection d'une poignée de fans. Ouais. Donc on en a fait deux. Et pour le coup, c'était cool parce qu'effectivement, les retours sont différents Ouais. et plus, moins connaisseurs, mais en même temps très parlants aussi. Quoi, Ouais. Parce que tout simplement, voilà, quel est le personnage que t'as préféré, Ouais. moins aimé? Est-ce qu'il y a des moments que t'as pas compris? On avait un petit questionnaire pour le coup qui était le même, je pense, pour les gens du métier. Et ouais, ça c'était hyper intéressant parce que t'as un regard sur ton montage au moment où il y a encore plein de choses possibles. Ouais. Et on a beaucoup changé le film au montage. Les dissociés, typiquement, on l'a vraiment. On a limité. Enfin, j'allais dire, on l'a amélioré. On a limité la casse, quoi. On a limité la casse, qu'on a réalisé des choses énormes, des erreurs d'écriture parce qu'on a tout fait en quelques mois. On s'est dit, ah, mais oui, ça, c'est pas clair du tout. Il y avait par exemple tout le parcours du personnage de Raph qui partait d'un coup, qui quittait son mec, qui acceptait l'offre de Slim, pour le coup, Slimane Matisse Oui. Deroun, le trader, et qui changeait de vie d'un coup, quoi. Et il y avait un truc de genre, pourquoi cette personne veut changer de vie? Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et du coup, on a dû bidouiller. Alors, c'est pas encore du tout le truc le mieux foutu dans le film, mais on a limité la casse. On s'est dit, mais en fait, il faut rajouter une séquence où elle découvre le carnet des dissociés, qui était à l'origine un truc Mais ça, dont on parlait vous avez uniquement. retourné des trucs Du ou coup, on pas a reshoot, ouais. Ah ouais. oui, vous avez Et vraiment reshoot. avec un 5D, moi et Raph, quoi. Genre. Et après, vous avez fait l'illustration de Boulet, c'est ça? Et ouais, et les illustrations de Boulet aussi, la séquence avec Boulet, la séquence d'animation est venue clarifier et dynamiser aussi parce qu'en fait on avait un tunnel de Carlito qui faisait une exposition man. Mais vraiment, sachant que dans le film c'est déjà long et on a enlevé 3-4 minutes d'exposition qu'il avait. Je sais, il aurait pu, enfin il a été vraiment pote Carlito à l'époque quoi. Il aurait pu nous dire les gars, je fais pas toute l'expo de votre film là, genre, c'est pas moi, je suis votre Pierre Bellemare là. Il aurait pu nous le dire en vrai. Mais bon, il était trop gentil en mode bon bah je vais faire. Alors que Mais il t'aurais s'est pu- tapé des Tu aurais tunnels de pu laisser texte ça à prendre. à Slim, tu aurais fait la version livre audio de votre. Voilà. Oui, Alors, c'est vrai. Il était le choix. Sachant que Slim avait un peu d'exposition Ouais. aussi de dites-moi madame vous voulez changer de vie. Ouais. Mais voilà, donc on a un peu limité la casse, on a tourné des mini séquences comme ça pour rebidouiller, mais bon on a quand même en corrigeant parce que les gens disaient on ne comprend pas pourquoi il quitte son mec, ça a l'air pas si mal en fait, Ouais. tu vois, et nous ça nous paraissait clair, mais en fait on avait très mal expliqué et donc on a un peu limité la casse. C'est pas le truc que tu comprends encore le mieux dans le film, mais au moins on a enlevé ce sentiment de déconnexion qui était le plus dramatique entre guillemets quoi. C'est que les gens disaient ah c'est con parce que j'aimais bien le film et à un moment donné le personnage il a pris cette décision et j'ai pas du tout compris donc j'ai totalement déconnecté avec le personnage. Ça c'est le plus difficile. Hein. C'est ça. Ce qui est marrant, c'est que alors que on peut penser que dans un film, surtout comme les dissociés, le plus important c'est les règles de science-fiction, etc. Oui. Qui sont importantes. Ouais. Mais en fait, Je pense qu'on avait passé trop de temps là-dessus, justement. Parce qu'on voulait faire attention au fonctionnement de l'univers, etc. Et sur le Visiteur du futur, justement, moi, j'ai au montage, on a enlevé, alors pas autant, hein, mais on a enlevé pas mal d'explications de paradoxe temporel, de causalité, qui étaient pour moi importantes au scénario. Je me dis, mais non, mais si je mets pas ça, les gens vont pas du tout comprendre pourquoi ils font ça. Et en fait, je me suis rendu compte que, alors, en science-fiction, notamment, plus tu expliques les conséquences de tout ce que tu ne vois pas, plus tu perds les gens. Oui. Et donc en fait, vaut mieux être dans l'instant et dans l'urgence et dans ah il y a un gros nuage, ah il y a des méchants, tu vois. Ouais. Et d'avoir une vision un peu genre ok on comprend, mais de pas laisser trop. En fait, plus tu laisses d'espace aux gens pour réfléchir, alors qu'ils sont censés regarder un film. Ouais, bien sûr. Plus en fait ils sont en mode bah non, tu vois. Et vaut mieux qu'ils n'aient pas le temps de dire qu'ils disent non et que le film s'enchaîne et qu'ils disent ok ça il y a une logique qui me dépasse mais que j'arrive à suivre. Et donc en fait on a enlevé des explications en fait. Oui, c'est ça. Des fois tu veux trop tout expliquer. Et alors, pardon, je reviens du coup à ta méthodologie parce qu'on a divagué mais c'était hyper intéressant. Donc ce petit document, t'as une idée, tu remplis le petit document avec les petites lignes, tu te mets la guideline un peu principale, le thème ou le truc qui va te motiver à revenir sur le projet régulièrement. Je mets des éléments de structure primaire. Ok. Ta première idée, ta vision, j'imagine un peu de ce qui devient les premières idées qui viennent. Quoi. En fait, c'est souvent. D'abord, je mets une liste de personnages. C'est que souvent, avant d'avoir une structure, il faut. T'as les personnages qui viennent avant. J'ai quand même un réseau de personnages, même si j'ai. Alors, le truc que je mets du temps à trouver, c'est les noms.
À chaque fois, ça, c'est vrai que c'est chiant. je mets toujours la fonction du personnage, son métier, son allure, Ok. etc. Un truc qui le Ah ouais, définit. donc ouais, tu visualises vraiment des personnages. Ok, c'est intéressant. Moi, par exemple, je fonctionne pas du tout comme ça. Tu vois, Je dis son allure, ça peut être parce que je sais que ça va être un employé d'hôtel, donc du coup, il va avoir. Et, ok, c'est l'employé d'hôtel, donc ok, j'arrive un peu à le visualiser dans sa forme générale et tout. Mais surtout, après, je vais lui mettre virgule. Donc c'est employé d'hôtel, virgule, méticuleux, je sais pas, tu vois, paranoïaque, tu vois. Ok, Et après, je mets sa fonction dans le récit, tu vois. Hmm. Va s'opposer au héros. Chaque fois. Ouais, ouais. Et même si c'est un peu vague, et je dis pas, il n'y a pas 40 personnages, au début, il y en a toujours 5, 6, tu vois. Qui donne, on va dire, un équilibre, on dirait, ok, j'ai ce réseau de personnages et tout. Ouais. Et après, je commence à faire une sorte de pré-structure primaire, juste pour dire, en gros, le début c'est ça, la fin c'est ça, voilà, globalement. Et après, je le retravaille. Je fais littéralement V1, V2, V3, mais dans le même document. Mhm. Tu vois, Ok, comme ça, j'ai pas l'impression de me perdre trop. Tout est dans le même document. Puis au bout d'un moment, quand j'arrive à 40 pages Ouais. de notes, là, je dis, ok, là, il faut que je recommence à zéro. Ouais. Un nouveau document, plus propre, plus clair. Voilà. Mais je garde ce truc en mémoire, en archive. Ouais. Comme ça, j'ai un peu le déroulé de mon cerveau. T'as pensé, tu vois. ouais, bien Tu sûr. vois, Ouais. et je vois un peu d'où je viens. Je suis, ah ouais, je suis parti de là, et maintenant, j'ai développé ça et tout. Et c'est vrai que je fonctionne pas mal aussi comme ça, souvent, c'est de réécrire le film que maintenant j'ai en tête là tout de suite, sur cette idée que j'ai peut-être eue il y a 6 mois, tu vois, sans forcément rechecker mes notes, tu vois, justement. Ouais. Parce qu'en fait, pour moi, reste ce qui t'intéresse. Oui. Et s'il y a des trous, dans des trucs que tu as C'est oubliés, que c'est bah, pas- tu vas les combler et peut-être tu vas les combler différemment avec une meilleure idée. Ouais. Et ou si tu n'y arrives pas, tu vas retourner voir tes notes et tu vas dire ah bah si oui voilà j'avais fixé ce truc ou j'avais trouvé comment expliquer ça avec ça et en fait c'est bien donc je le réintègre. Ouais. Mais le fait d'utiliser tes trous de mémoire c'est assez pratique. Et puis pour moi reste l'essentiel. Des fois tu vas te souvenir qui n'était pas forcément le truc central. Peut-être un personnage, tu vois, tu avais réfléchi à une idée il y a 5 ans t'avais dressé plusieurs personnages, dessiné plusieurs personnages et il y en a un qui te revient vraiment parce qu'en fait c'est celui-ci qui t'a marqué le plus quoi. Oui, mais un truc qui est dur à expliquer aux gens, c'est qu'il y a alors là, je parle de long métrage ou de série, c'est que souvent ces projets-là se font en collaboration avec, même si tu n'écris pas avec quelqu'un, mais avec des producteurs. Donc finalement, tes premiers lecteurs, collaborateurs, c'est des producteurs, donc du coup, tu te retrouves à leur pitcher ce que tu as écrit, à leur expliquer, et après tu retravailles et tout. Donc ça te donne des sans être à l'étape de script, tu es déjà en train de valider au moins quelques étapes. Et ça, c'est important. Pareil, au début. Ça aide aussi, du coup, dans la méthodologie, mine de rien, d'avoir des portes à passer. Exactement. De dire, OK, partons. Et en ce moment, c'est ce que je fais avec mes producteurs, c'est que je leur dis, non, partons sur un document de 3 pages, et après, on fera un document de 10 pages, et après, on fera un document de 40 pages, et après, on fera un scénario. Parce que des fois, les producteurs, ils sont en mode non, mais écris 120 pages et on te dira si c'est bien ou pas. Et je fais ouais, bah non. Parce que si au final, il y a le truc de base, il y a un problème, on n'est pas d'accord, ça sert à rien, tu vois. Donc, il faut un peu avoir donc, ces étapes-là de discussion. C'est-à-dire que des fois, ils vont dire ok, on a compris ça, mais on n'a pas compris ça. Et un truc que je fais en long métrage, j'ai fait 2 fois, même 3 fois, c'est que avant d'écrire le script, au moment où j'en suis encore qu'au synopsis, j'écris, quand c'est possible, les 10 premières pages en dialogué. J'écris la scène d'ouverture. Pour donner. Parce qu'en fait, alors ça, c'est peut-être un problème qu'il n'y a que moi qui ai ce problème. C'est toi qui en as besoin ou c'est. Les deux. Ok. Je l'écris pour moi, pour me dire que le ton, je le maîtrise et surtout pour donner confiance aux producteurs, pour leur dire voilà à quoi ça va ressembler. Parce que quand tu écris un synopsis, surtout d'un truc qui mélange du genre, comme de la comédie, de la science-fiction, etc., les gens ils peuvent se dire ok, mais c'est hyper dark ou ok, mais c'est hyper stupide. Et d'expliquer voilà les 10 premières pages. Et je me rappelle pour le Visiteur Futur, c'est comme ça que j'ai réussi un peu à convaincre les producteurs. C'est que pour le film, tu veux dire pour le film, c'est que j'ai écrit la première scène donc qui est pratiquement celle qu'on a tournée. Et qui donnait un peu les bases de l'intrigue, et qui donnait aussi, et qui avait surtout cette impression de micro-métrage. Scène d'ouverture à la référence, les films à la de James Bond. J'allais dire James Bond. C'est la première mission avant le. L'intrigue. Et du coup, ça donne une idée du ton, ça donne en plus envie de lire la suite. Et ça, c'est un truc que j'ai appris à écrire assez tôt. C'est intéressant, et même, alors là, en ce moment, je travaille sur un film, et les producteurs, ils adorent la première scène. Et là, on va arriver dans une autre étape, qui est une étape très chiante, qui est l'étape de en fait, on a tant d'argent pour faire ce film, alors qu'on pensait avoir le double. Et le premier truc que je leur ai dit, vous savez que la scène d'intro, on peut l'enlever. Parce que la scène d'intro, je l'aime beaucoup, elle est cool, mais
je pense qu'on peut l'enlever et l'histoire tient la route. Et il me dit non, l'enlève pas. C'est ça qui t'a donné envie de faire le film. Je dis oui. Bah oui. Elle On donne retrouvera envie. l'esprit. Ouais. C'est juste que d'un point de vue purement de structure, elle peut être enlevée et on. Mais ça, c'est mon problème. Pas grand-chose, c'est le problème que je suis en train d'identifier sur quasiment tout ce que j'écris. Mm. Franchement, récemment, j'ai revu la femme objet que j'ai fait il y a 2 ans. Ouais. Alors, c'est toujours intéressant de revoir. T'as un peu plus spectateur quand même de tes œuvres quand tu revois. Je trouve à partir de 2 ans, j'ai l'impression que t'as un petit recul. C'est vrai, c'est énorme, 2 ans. Mais et là, j'ai revu. Il est sorti, tu vois, fini il y a 2 ans. Et je me disais, et depuis le début, j'étais insatisfait de tout le début, quoi. Ouais. Je trouve que le film commence vraiment à la moitié, et je suis assez satisfait à partir de la moitié. C'est bon, on est dedans, le concept vit et tout. Et le début, il est difficile, et j'ai souvent ce problème-là. J'ai l'impression dans ce que j'écris. Mais là, pour la première fois, je me suis dit, mais putain, toute la première séquence, si je l'enlève, ça marche vachement mieux. Et ça m'a saoulé de pas l'avoir vu au montage, en fait, parce que justement, il y avait beaucoup d'expositions de blabla. Bah, on revient à ce que tu disais tout à l'heure de l'exposition. J'ai l'impression que c'était essentiel de bien poser les codes. Par exemple, en gros, la femme objet, c'est une meuf anxieuse socialement qui se transforme en objet quand elle est anxieuse. Et j'avais envie de faire une démonstration de son pouvoir dès le début, dire faut le voir une première fois. Et en plus, à la réal, j'ai merdé et ça c'est pas bien clair. Donc en fait, ça ne fait même pas cette fonction-là finalement. Ça crée un truc confus. Et donc du coup, finalement, autant enlever le truc confus et commencer directement dans la confusion. Mais c'est pas grave, on va comprendre au fur et à mesure. Les frères Cohen, ils ont ressorti un film, ils ont fait un Director's Cut plus court. Ouais, je crois que franchement, j'étais à me dire, j'ai presque envie de croper sur YouTube. Mais non, mais t'as le droit de dire, je ressors mon film, je pense qu'il est mieux, plus court. Et faut que je fasse un crash test, que je te l'enverrai si tu veux, avec le TC de départ. Moi, mais tu me diras. Quand tu disais à quel moment t'es heureux quand tu écris, moi, le moment où je suis heureux, c'est quand j'imagine l'écriture. En fait, comme l'écriture, c'est très très mécanique. Moi, je vois ça comme une équation. Tu vois, c'est toujours des problèmes à résoudre. Et donc, tu as un tableau géant avec une équation à plein de niveaux, etc. Et ce moment de satisfaction où tu barres des trucs redondants en haut et en bas, et ton équation devient beaucoup plus simple et se résume en 3 trucs. Et là, tu te dis, ok, en fait, c'est ça. Et en scénario et au montage, quand j'ai cette sensation de me dire, mais en fait... Tout est rond, tout est... Voilà. Et je pense que la différence d'écriture fondamentale entre une série et un film, c'est qu'une série, c'est la création par l'addition. Oui, c'est plein de portes ouvertes de plus en plus. C'est un peu en arborescence. Tout à fait. C'est ça l'intérêt d'une série, c'est de voir des trucs qui étaient sous-développés au début, qui se développent au fur et à mesure et tout. Et du coup, l'intérêt d'écrire une série, c'est de développer plus et tout. Même potentiellement à l'infini, puisque l'intérêt des séries dans la tête d'un producteur, c'est que ce soit à l'infini, tu vois, c'est de me faire des thunes sur 20 ans. Un long métrage, c'est l'inverse, c'est l'écriture par la soustraction. C'est que tu as vraiment ce dogme de dire qu'un film est terminé tant qu'il n'y a plus rien à enlever. C'est vrai. Oui, j'avais déjà entendu parler de cette théorie-là, et c'est vrai que c'est fort. T'enlèves jusqu'à ce que non, ça je peux pas y toucher, c'est le cœur du film, quoi. C'est le cœur de l'œuvre. Et tant t'enlèves tout et donc quand j'ai montré le premier montage du Vision Future au producteur, ils m'ont dit un truc qui m'a énervé sur le coup, et je leur envoie un truc qui faisait 1h55 où j'avais mis toutes les scènes du film, j'avais rien coupé, mais j'avais quand même serré, tu vois, c'était pas non plus c'était pas un ours, c'était un vrai montage, et c'était en mode alors un ours, pour préciser, c'est les premières versions de montage pour les gens. Un ours, pour préciser, c'est pas un vrai ours, il est pas en train de péter un câble et de citer juste un animal. C'est une première version de montage, mais qui est grasse, c'est pour ça qu'on appelle ça un ours, c'est qu'elle est touffue, quoi. Mais moi je montre jamais d'ours à personne, même à moi-même, je refuse de regarder un ours de mon propre film, sinon je tire une balle. Du coup, la première version de montage qu'on a montré avec notre ami Quentin Eden, monteur, c'est un truc qui était prémixé avec des bruitages, avec des musiques et tout. On montre ce truc, on est en mode, on est d'accord qu'on est des génies, tu vois. Et t'as les producteurs qui disent, il y a 15 minutes en trop. Ils disent pas lesquels. Ouais, mais juste ils ont senti un petit peu. Il y a 15 minutes en trop. Et j'ai dit, mais c'est pas. J'aurais dit, c'est impossible, 15 minutes en trop. Dans ma tête, je me dis 15 minutes, mais 15 minutes, t'enlèves 15 minutes de mon film. Je me dis, mais c'est-à-dire que t'enlèves carrément 5 scènes d'affilée, tu vois, je voyais comme ça, en fait, bêtement. Et du coup, le film n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'en gros, les mecs vont se téléporter d'un endroit à l'autre, ça n'a aucun sens, tu vois. C'est fou de se rendre compte de tout ce qui est possible. Et le lendemain, je te jure, avec Quentin, je fais, tu sais quoi, allez, on va faire cette version, on va avoir 15 minutes pour leur montrer que ça ne marche pas. J'aime beaucoup. Et on le fait, tu vois, et on enlève une réplique par-ci, une réplique par-là, une hésitation par-ci, une blague très marrante, mais au final un peu random, voilà, une impro par-ci, une impro par-là, et on enlève, je te jure, 15 minutes sans rien enlever, en fait. En enlevant aucune séquence complète. On a enlevé quand même 2 petites séquences, mais je te jure. Sinon, c'est volé par-ci par-là, quoi. Des microsecondes. On a enlevé en quantité 2 séquences d'1 minute.
Ok. Donc finalement que 2 minutes. Ouais. Et le reste, c'est que de l'air. Donc d'accord. Donc 13 minutes De l'air. Ouais, voilà. Des respirations, une Littéralement réplique, de un l'air, truc. du blabla. Mais du coup, t'as gagné en efficacité sur l'intégralité du film, quoi. Mais non, et c'est Ouais. fou. Et après, je te Et ça, jure. mais du coup, ça veut dire que c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est tout le rythme du film qui a changé. Et quoi. surtout, après, j'étais Ouais. impossible alors, Oui, de revoir cette version longue. voilà, c'était trop long, je me faisais chier, tu vois. Ouais. Alors après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a Ouais, réussi parce à que c'est faire... vrai que je pense que t'as trop entendu aussi quand ils t'ont dit il y a 15 minutes en trop. Tu penses tout de suite à couper des scènes, effectivement. Ouais, Tu te et en dis fait- pas, en fait, je peux juste enlever des petits gras par-ci par-là. Et en fait, par exemple, il y a beaucoup de scènes dans Le Vice en Futur où c'est des dialogues un peu champ contre champ, contre champ, contre champ. Ouais. Et souvent, ce qu'on a fait avec... en fait, Quentin, c'est là où il est fort. Quentin Net, il me dit, en fait, la question que le personnage pose au début, on peut la répondre à la fin par cette réponse qui n'a aucun rapport. Et il fait, ah ouais. Ouais, mais ça, c'est Et du incroyable. coup, Moi, c'est genre, j'adore bah oui, ça, on a l'impression que ça ouais. répond à la question, mais en fait, c'est une autre Ouais, question, et ouais. du coup, on va plus vite dans la Ah, suite. mais ça, c'est sublime. Ça, c'est pour ça qu'on dit que le montage, c'est la troisième voilà. écriture. Mais c'est que c'est littéralement ça. Des fois, tu vas jusqu'à voler un plan de quelqu'un qui va bouger Bien. de la tête. En fait, il te répond à toi en cam ou un truc, c'est comme ça, qui a un plan volé. Ça Voilà. tournait même pas vraiment. Voilà. Et tu te dis, mais attends, si je mets ce plan-là, on dirait qu'il réagit à Ouais, ça ouais. d'une autre manière, quoi, tu vois. Donc, Ouais. donc on a réussi à faire ça. Et alors, bon, on a coupé 15 minutes. On a Ok, montré ouais. au producteur, on dit, ok, c'est bon, on est rassuré. Et après, on n'a pas dit au producteur, on a dit, ok, rajoute ça. En fait, rallonge un peu ce moment parce que c'est Oui, un peu oui. short quand même. Ouais. Donc, surtout, on a rajouté 1 minute Oui, ok. avec ouais. Oui, je mais te ça dis, va, c'est des bonne guerre. microsecondes Moins 14. ou des micros, des trucs que j'aimais bien ou des petites hésitations que je trouvais Oui, oui. naturelles. Ouais. que je Des voulais trucs qui te garder. manquaient. En fait, souvent, c'est toujours ces trucs-là. Même là, tu vois, en ce moment, je bosse sur des sketchs qu'on a coécrits avec Valentin. Ouais. Et c'est lui qui fait les premières versions. Ouais. Et souvent, il me dit, ah, et du coup, c'est vrai que j'ai enlevé ça. Et je suis en mode, oh, ça m'a pas manqué. J'avais Ouais, oublié ouais. qu'on avait écrit ce truc-là. Ouais. Et du coup, la réplique ou les répliques m'ont pas manqué. Ça veut bien dire qu'on en avait pas bah, besoin, quoi. Tu Mais vois. aucun Et- acteur du film n'a vu le montage final en me disant, dis-moi, Dis donc, j'ai bien le moment où. Ou même des scènes, je te jure, il y a Ouais. une scène avec Lenny et Audrey. Et j'ai dit à Lenny, tu te rappelles la scène que t'as tournée avec Audrey Mm. Ouais, bah elle est pas. Il fait, ah oui. Ça, c'est que si tu découpes totalement du montage. Là, ils s'en souviennent. Mais je... Voilà, exactement. Tu te rappelles si qu'il était tu dans le jettes film ton personnage, bah, il est Ouais. plus dedans. Ah bon Ah bon Ah, ok. C'est arrivé là récemment, je sais plus, un acteur connu qui a vu Dune 2, qui fait, je suis pas dedans. Ah, bah, en même temps, sur les films comme ça, c'est Ah, sûr oui. que. Bah écoute, en vrai, on va arriver bientôt à la fin. Je check un peu mes petites notes, mais ce qui est beau, c'est que naturellement, on a un peu parlé de tout ce dont je voulais parler. Parce qu'on a déjà fait 1h20. Je sais pas si justement, j'ai peut-être épuré aussi. Moi, je sais pas à quel point. Et après, je vais monter. t'enverrai un mail, je fais, t'as pas Mais- dit, t'as pas mis quand je t'ai dit ça Ah oui, alors Ouais. t'as un petit créneau, pas long, mais je vais essayer de sortir ça rapidement quand même. T'as un petit créneau pour me dire. Bon, ça si sort, t'as ce des choses. truc. Hein. Ça sort, ouais. Justement, C'est en direct, de toute façon. On est en Ouais, on est en stream on depuis était tout à en l'heure. direct sur Twitch depuis le début. Non, justement, l'objectif, c'est de recevoir régulièrement des gens, faire quelque chose de simple comme là pour discuter et explorer la créativité. Mais t'as trouvé un truc intéressant parce que la question que je voulais te poser au début, c'était comment trouver un autre titre de podcast. Parce que j'ai réalisé que Jérémy Nadeau avait un podcast qui s'appelle comme ça, qu'il a lancé là Ah, en merde. fin d'année dernière. Il Prétexte s'appelle- Oui, et j'ai regardé le début du premier épisode, il dit c'était un prétexte pour voir mes potes. Je dis bon, c'est un peu le même titre, la même excuse. Donc, faut que je trouve quelque chose d'autre. Mais je crois que je vais trouver un truc avec l'espionnage industriel. Je trouve ça marrant. Je vais peut-être te voler quelque chose comme ça. Espionnage scénaristique. Mais parce que c'est vrai que je crois que c'est un peu la volonté. Ouais. Tu m'as fait réaliser que c'était un peu ça aussi, de me dire mais comment eux, comment ils Ouais. fonctionnent. Bon, qui est un bon prétexte pour qu'on discute et tout. Mais donc non, merci beaucoup François. On a vraiment fait le tour de beaucoup de choses. On n'a pas parlé de écrire pour les autres et écrire pour soi. Mais écoute, ça donnera peut-être l'occasion de se revoir. Mais parce que Bah c'est vrai oui. que toi, tu étais un bon exemple de ça aussi. Tu coécris beaucoup et t'écris des Mhm. choses radicalement différentes quand tu écris à plusieurs ou quand tu Ouais, écris ouais. tout seul. Mais sinon, on a fait un peu le tour. Et en plus, je suis très content parce que j'ai la sensation qu'on a un peu fait le tour quand même de ta méthodologie sur comment tu fonctionnes. Voilà, on a dans les grandes lignes évidemment. tu J'ai- fais la tête de j'ai- moi-même, je sais pas. En fait, mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas parlé d'un truc. Ah bah, dis-moi, vas-y. Juste un dernier truc. Vas-y, que- au contraire, que- s'il y a quelque chose Ah, qui on, mérite parle, d'être on précisé. parle de santé mentale, on parle d'angoisse et tout. Et moi, il y a un truc que j'ai mis du temps à comprendre, qui m'arrivait souvent quand je commençais à écrire un projet et que je voyais tout ce que je devais écrire et que ça me terrifiait. En fait, je m'endors. Mais je Ok, m'endors, ouais. c'est limite de la narcolepsie. Hmm. C'est que vraiment, je force en me disant, allez, je prends un café et je vais me réveiller. Et en fait, mes yeux se ferment tout seuls. Et en fait, j'ai Mm. appris à comprendre que c'était une crise de panique oui, tout simplement. Ouais. et qu'il fallait pas du tout lutter. Et donc, en fait, ce que je fais, et là, c'est terrible à dire, c'est que je fais des siestes. Ah oui. Et donc, je vais m'endormir Ouais. 1 heure. C'est vrai que c'est un reset. Ouais. Et en fait, au bout d'1 heure, je me réveille en mode, bon, faut que j'écrive là. Oui, t'as une nouvelle énergie soudainement. Ouais. Ouais. Et en Ouais, fait, c'est vrai. au lieu de Faites des lutter, siestes. au lieu de me rendre malheureux, alors bien sûr, quand t'es en réunion avec des gens, tu fais pas ça, tu fais salut, t'as pas un livre, Cyprien, dans ton bureau, tu vas pas faire ça. Mais quand c'est des trucs où tu te dis, oh putain, en fait, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je m'endors et tout, alors que t'as Ouais, bien ouais. dormi, oh, c'est peut-être du magnésium, tu vois. Ouais. Non, en fait, tu fais une crise de panique, ton cerveau, il fait des nœuds, Hmm. il fait littéralement un écran bleu. Ouais. Et en fait, il faut pas lutter, il faut reposer. Alors, il y en a
t'es pas obligé de dormir, tu peux faire autre chose. Oui, c'est ça, c'est s'oxygéner, aller faire une marche. Et je te jure, ouais. le fait même de changer de pièce, Ouais. de changer d'environnement, tu vois, d'aller faire des courses, d'aller faire autre Ouais. chose, et ben Ouais. tout d'un coup, ton cerveau se met dans un autre mode et tout ce qui était un problème avant est moins un problème. Ouais, bien sûr, Dans un tu autre relativises. Ouais, parce que on revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure du ressenti, quoi. Ouais. La panique ressentie sur ce Ouais. projet versus la vraie panique. Bah oui. Après, quand tu reviens, t'as le regard frais et tu te dis, Bah, en fait, attendez, voilà, voilà. le problème c'est juste que le personnage est un peu flou. Ouais. Peut-être c'est pas très grave pour l'instant. Ouais. Et effectivement, ouais. Non, mais merci beaucoup François. En tout cas, j'ai l'impression on a fait le tour un petit peu de comment tu fonctionnes. J'ai beaucoup aimé du coup découvrir comment toi tu fonctionnes par rapport à comment moi je fonctionne. Tu vois, il y a des similitudes. Moi, j'aime bien aussi mettre les trucs dans des cases et Ouais. tout. Toi, j'ai l'impression qu'effectivement c'est ça. Vu que du coup c'est ça ton but in fine, c'est de se dire ok, ça y est, c'est rond, tout se répond bien, Ouais. tout est bien carré. Et donc entre guillemets, j'ai bien rempli mon document d'origine. Il est bien rempli, quoi. Il est bien plein. Oui, c'est un truc satisfaisant, mais ça peut être aussi un piège, hein, tu sais. Oui, bien sûr. D'être Ouais, trop ouais. scolaire et de pas développer des trucs juste pour les développer. C'est ça. On en a parlé aussi, ouais. du coup, de laisser Ouais. l'enfant s'exprimer Voilà. et du coup et devenir un peu fou. Mais je suis d'accord que c'est rassurant de se dire, au final, on retombe à peu près sur nos pattes, même si de toute façon, ce que tu finis par créer est jamais totalement ce que tu voulais créer à l'origine, voire des fois, ça n'a rien à voir. Oui, mais des fois, mais c'est un parcours, tu quoi. vois, par C'est- exemple, un truc que je fais dans la dernière fois, après, on Vas-y, arrête. vas-y. C'est que par exemple, dans les personnages, des fois, je mets des répliques qui me font rire. Genre, ce personnage, il pourrait dire ça, tu vois. Mm. Et je mets un dialogue et je sais pas du tout où le mettre dans le scénario. Ouais. Et des fois, j'arrive à le placer et ça tombe bien. Des fois, ça fait trop forcé. Ouais. Mais ça m'inspire. De me dire, ok, lui, il pourrait dire ça. Et du coup, c'est jamais perdu, en fait. Oui, tu c'est vois, ça, tu nourrit. façonnes, tu crées Voilà. le personnage, Ouais. et oui, t'es toujours dans la phase d'exploration. Mais l'important, c'est. Moi, j'aime beaucoup caractériser les personnages par une ligne de dialogue, une réplique qu'il pourrait dire, que ce personnage pourrait dire, tu vois. Ouais. Je viens de me souvenir que j'ai oublié de te poser la question que je voulais te poser au début. Comme quoi, bon, c'est la première, on se rôde. Mais, Comment mais tu t'appelles? Ouais, non, mais parce que j'avais l'impression que c'était intelligent, mais surtout, tu vas me dire, c'est éclaté au sol. Mais, mais du coup, en vrai, ça marche aussi bien à la fin. C'est genre, comment tu te sens créativement aujourd'hui? Genre, justement, tu vois, par rapport à tout ce parcours, Ah ouais. justement, est-ce que tu te sens à l'aise avec ta créativité? Est-ce que tu sens que tu as encore beaucoup de choses à apprendre? Tu as envie d'explorer différents médiums encore? Oui, alors j'ai envie d'explorer plein de médiums, notamment en ce moment, je développe aussi un projet de pièce de théâtre, tu vois. Ah, ok. Qui est un truc que je voulais faire depuis très longtemps, mais il fallait trouver le bon projet avec les bonnes personnes et Trop bien. le bon cadre. Donc on en est qu'à l'étape 1, mais c'est assez excitant. Il y a du voilà. gossip. On va peut-être appeler ça espionnage et gossip. Finalement. Pardon. Mais finalement, je ne les voulais pas. Hein. C'est toi qui sors les projets de toi. Mais et encore, hein, tout ce que je dis ne peut ne pas sortir. Bien sûr, c'est un work in progress. voilà. Mais ok, ouais, ok. Mais disons que, on va dire, c'est pas tant que je me sens plus légitime. D'un côté, créativement, je me sens plus en confiance. Genre, si quelqu'un me dit, tu peux écrire un scénario en 3 mois, je dis oui. Ouais. Oui, vraiment, c'est complètement possible. Mm. Le problème que j'ai, c'est est-ce que ça va se vendre? Est-ce que ça va se Ouais. faire? Ça, j'ai pas. Et je pense que personne ne l'a vraiment, tu vois. T'as beau être un gars qui fait plein de succès, à chaque fois tu te dis est-ce que celui-là va marcher ou pas, tu vois. Ouais. Est-ce que Oui. j'ai réussi non seulement à le sortir, et après, est-ce que les gens vont le voir? Oui, puis Ça, là, j'ai ouais. aucune. Comment Ça, c'est dire la part business pour le coup dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est qu'effectivement, tout ce que tu crées après se confronte à l'industrie, quoi. à l'industrie, Ouais. à des réunions, à des gens qui Ouais. adorent tes projets et finalement ne les font pas, ou des gens qui s'en foutent. Ouais. Donc ça, c'est un autre truc. Et donc là, je suis pas non plus, voilà, je me sens pas à l'aise à 100%, et j'ai jamais été. Et je commence un peu à accepter cette partie-là. Mais créativement, je me sens légitime. Ouais. Je me dis, en fait, je veux dire, tu sais pourquoi je me sens légitime? C'est parce que je regarde des films qui sortent et c'est pas ouf. Tout ce qui sort. Ah, mais c'est marrant, c'est un des trucs que je fais des fois quand je suis un peu frustré. C'est parce qu'on a tendance, en plus, nous, tiens, on vit dans Oui, on voit que des bons films. on et voit que nous- les meilleurs. Et on nous conseille Bah tout oui. le temps des bons films parce qu'on est entouré de Ouais. cinéphiles. Et du coup, tu vois que des C'est chefs-d'œuvre ça, et tout. et c'est très oppressant. Et ouais. Donc un truc- regarder des nanars, moi c'est ce que je alors- conseille, on en a regardé déjà Oui, ensemble. alors, les nanars, Mais- c'est un autre type Oui, d'inspiration. mais moi je Mais trouve ça inspirant aussi parce que justement il y a la naïveté d'y croire dans Alors, les nanars. les nanars, c'est autre chose. Là, c'est un autre podcast. Mais moi, un truc qui m'a rassuré, par exemple, tu vois, les films coréens. Les Ouais. films coréens, chaque fois qu'un film coréen sort en France, bah, c'est un putain de film de ouf. Ouais. Qui est en avance, qui arrive à la fois à être Parce que c'est divertissant, décomplexé justement. Mais aussi, il y a un Ouais. autre truc aussi, c'est qu'on voit que les meilleurs. Et là, j'étais à un festival
Et là, j'étais heureux. De voir Parce que des j'ai vu mauvais un films film coréen, Middle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pas un nul, juste un film Ouais, Middle. ouais. C'est vrai que c'est un peu pour ça que les ricains pensent qu'en France on est trop fort, Voilà. qu'ils ont vu que Ils vont Amélie Poulain, voilà, que machin, ils sont un même anatomie d'une chute. C'est des fous, ouais. Ouais, bien Ils sont sûr. incroyables. Vous en avez On en vu sort 3. toutes les semaines, bien sûr. Oui, Tu vois. c'est ça. Ouais. Et Oui, on t'as cache raison. les autres, tu vois. Oui, t'as raison. Et donc, du coup, de se dire, mais en fait, non, alors c'est horrible de dire ça, mais oui, les gens qui font des films sont pas tous des génies. Et si tu arrives à rendre un scénario à l'heure, à faire un truc que tu peux produire, etc., déjà, c'est déjà pas mal, tu vois. Ouais, ouais, T'as ouais. pas besoin d'être un génie pour être dans l'industrie. C'est d'autres. D'ailleurs, même, c'est peut être même un problème d'être un génie dans l'industrie. C'est peut-être un handicap. Oui, oui. Donc, en fait, c'est là où je me suis dit, en fait, le plus dur, c'est d'arriver à faire un truc que les gens ont envie de produire et rentrer dans un budget et dans les clous, tu vois. Ouais, C'est ça le plus difficile. C'est pas d'être le meilleur. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et regarder, je trouve aussi des choses qui te plaisent pas et une bonne manière de réaliser ce qui te plaît. Oui. Parce qu'en fait, c'est toujours comme ça, Oui. quand il y a une mauvaise idée, et c'est encore une fois, on revient un peu à ce truc d'impro, mais c'est que si tu me sors une mauvaise idée, je vais me dire, ah bah non, je trouve pas ça bien, mais pourquoi? Tu vois, alors je vais pas te le dire comme ça parce que je suis justement, je parle François, à oui, moi-même. j'ai vu ton film. Oui, c'est pas bien. Alors bon, mais attends, il y a une leçon à tirer de tout ça. Peux-tu changer le montage? Non, il est sorti. Ah. Non, mais c'est de dire pourquoi ça ne me parle. Si ça te parle pas du tout, vraiment Ouais. pas du tout, c'est pourquoi ça ne me parle pas. Ça veut dire que peut-être l'opposé me parlerait beaucoup Et, plus. oui, et tu puis vois. des fois, tu peux t'inspirer par une mauvaise idée, un mauvais film en disant, Oui. tiens, c'est nul ce truc. Il aurait fallu, moi voilà. j'aurais préféré faire ça, effectivement, Ouais. et donc ça te donne une idée, parce que ça vient d'une frustration. Voilà. Voilà. Ou des fois, dans une idée, il y a aussi quelque chose d'intéressant et il faut savoir le déceler. Quoi. Exactement. Mais non, bah écoute, on a fait le tour, François. Merci beaucoup d'avoir inauguré du coup ce podcast qui s'appelle Prétexte espionnage et gossip. Non, je vais réfléchir un petit peu quand même, je vais réfléchir à un titre, mais je vais essayer d'être créatif, me jugez pas. J'ai essayé déjà, j'ai galéré. Ça se trouve, ça s'appellera Prétexte fuck Jérémy Nadeau. tout attaché. Ou alors, comme Georges Clooney, t'appelles ça prétexte par Jérémy Nadeau, mais avec une faute dans le mot, genre, tu vois, NADO, C'est ça. tu vois. Tu dis non, ça n'a aucun rapport. Mais merci en tout cas d'avoir inauguré ce format avec moi, c'était très intéressant, je suis très content, c'est vraiment ce que je voulais pour ce podcast-là. Peut-être que ça sera visible en vidéo pour les gens qui aiment bien regarder des plans de travers, parce qu'il est de travers depuis le début en fait, je réalise, mais on va dire que c'est un hommage. C'est un hommage à ta filmographie, en fait, on peut dire. C'est un plan, un plan débulé. Il est pas assez débulé pour être un plan visiteur du futur. Mais Et surtout, je suis très borcade. Je pense que c'est Très ce qui me borcade. gêne le plus. Mais bon, écoute, ça fait partie, je pense, de l'authenticité du truc, tu vois. Oui. C'est qu'il est un peu cadré n'importe comment. Tu sais quoi, je vais le remettre droit dans la timeline, ça sera mieux. Non, surtout, tu fais plan par plan, tu fais des mini-plans dans le plan, tu vois. Tu fais un plan serré sur moi, un plan serré. Ouh là là, à chaque réplique. j'ai pas ce temps-là, François. Non, mais merci beaucoup. Écoute, si je prends quand même, si c'est une question un peu cliché, mais une recommandation, parce que ce podcast-là s'adresse plutôt à des créatifs. Est-ce que tu as une recommandation? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être même juste une phrase, en fait. Soit un bouquin qui est ton bouquin de chevet, le truc auquel tu reviens et qui te sert quand tu es perdu un peu créativement, soit une œuvre qui t'inspire régulièrement, ou alors un conseil ou une façon de voir la créativité, même si, bon, on a abordé beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il y a là une évidence, ou en tout cas un conseil qui, toi, t'a parlé un jour? Voilà, ça peut être ce que tu veux. Je me dis, voilà, vu que ça s'adresse aux gens qui sont créatifs, qui veulent. Malheureusement, écouter il y a trop d'exemples, de livres et tout. J'ai l'impression d'avoir lu tous les gros livres, les classiques d'écriture, qui m'ont chacun aidé à sa façon, mais qui peuvent être aussi une entrave, tu vois, qui peuvent. Je les aime bien ces livres et souvent, des fois, je m'y réfère, quoi. Ouais. Mais voilà, quoi, c'est un outil. L'important c'est d'arriver à avoir un quelqu'un à qui pitcher ses histoires et déjà c'est déjà tellement dur trouver quelqu'un qui Ça, c'est pas vrai, c'est un bon conseil, je trouve, de s'entourer. Moi, tu vois, par exemple, avec ma meuf, je lui parle de tout le temps, quoi, tu vois. Et donc, elle est constamment c'est pas ça stimulée l'intérêt et d'avoir tout. une copine. Oui, non, mais moi, elle est très tolérante en plus, c'est ça qui est fou. Mais effectivement, j'ai besoin de ça et on a besoin de. Parce que je pense que nous, on se retrouve là-dessus. Je pense qu'il y a des gens, ils ont beaucoup plus moins le syndrome de l'imposteur que nous, tu vois. Et du coup, ils ont l'assurance de dire non, ça c'est mon idée, je vais aller au bout. Et justement, je veux surtout pas entendre l'avis des autres, tu vois. Ouais. Et nous, je pense qu'on est plutôt de l'autre team à se dire je veux que ça plaise, donc j'ai besoin d'avoir le retour, donc j'ai besoin d'en parler. Effectivement, c'est un très bon conseil en vrai. C'est de Trouver parler. un copain, une copine. Non, mais parlez-en et trouvez des gens qui sont intéressés Ah bah à oui, l'idée bien d'écouter sûr. vos idées, quoi. Bien sûr, Et bien sûr. ouais, totalement. Mais c'est trouver des. C'est une sorte de collaboration. Tu vois, les gens n'arrêtent pas de me dire ah, t'écris souvent avec ton frère. Et je fais non, j'écris rarement avec mon frère. Par contre, il lit ce que je fais et on en parle beaucoup. Ouais. Oui. Donc Donc oui, tout à fait. donc c'est une sorte de collaboration, même s'il n'y a pas marqué forcément qu'on est co-auteur, tu Ouais, vois. ouais.
Et j'ai Vous fait vous ça souvent. auto-stimulez. Voilà, j'ai fait ça souvent avec les gens avec qui j'étais. Voilà. Ouais, d'ailleurs, on peut enfin pas débunker, mais on peut. D'ailleurs, j'ai des excuses à faire. Bah, c'est bien, on peut finir par ça. Ça va être très rond. Toi qui aimes bien les trucs ronds, bien structurés. Écoute, là, on a un super storytelling. J'ai commencé par te remercier sur un truc. Je vais finir par m'excuser. Parce que tu m'avais. Non, ah oui, alors déjà, ouais, je suis au 6ème sur l'ascenseur. Désolé de ça. Mais non, tu m'as envoyé le script du Visiteur du Futur parce qu'un soir, on était en soirée ensemble. On se disait, ah, mais j'aimerais bien qu'on discute. Mais au tout début, la V1. Je crois que tu m'as envoyé la V1 ou la V1.2, je sais pas. Mais... Ah bon? Et en gros, ouais, t'étais en train de commencer d'écrire le film Visiteur du Futur et on s'était dit, ah, mais ça serait cool, on peut s'envoyer nos scripts et on se donne nos avis respectifs. Et t'as fait, ouais, grave. Genre le lendemain ou le surlendemain, tu m'as envoyé tout le script. Et moi, j'étais en tournage des emmerdeurs et tout pour m'excuser. Ah bah, mais voilà, sûr, j'étais occupé, mais quand bien même. Alors qu'en plus, j'étais hyper curieux, mais je pense qu'au fond de moi, j'avais une contradiction parce que moi, j'adorais le Visiteur du Futur. Je pense qu'au fond, j'avais pas envie de savoir non plus. Tu vois, ouais, c'est ça, j'avais envie de découvrir le truc. Mais quand bien même, on était en mode, ouais, vas-y, donne-moi je serais preneur d'avoir ton avis et je ne l'ai jamais lu. Je pense même que j'ai pas répondu à ton mail, quoi, vraiment. Donc désolé pour ça, François. J'avais complètement oublié. Mais... Bon, c'est que ça tape avec c'est. Non, mais heureusement, parce que ça aurait pu. J'aurais pu dire, bah, si Julien n'aime pas, s'il répond pas, s'il a pas aimé. Tu sais que j'ai hésité à répondre quand le film était sorti, à répondre à ce mail en disant, au fait, je trouve que cette scène, la première scène, pas folle, hein. Juste des trucs atroces pour que tu doutes du film qui est déjà sorti. Là, j'aurais pris le premier degré, j'aurais été. Parce que, en plus, non, je me souviens, j'avais ouvert le document, j'étais en tournage et j'étais pour le coup content. J'étais en mode, ah, vas-y, je vais lire un peu. Et j'avais lu cette première séquence qui, effectivement, n'a pas bougé quasiment depuis la version qui était une des premières versions du coup. Et que j'ai revu en salle, j'ai fait, ah oui, ça je connais. Et après, je connaissais plus rien. Après, j'ai tout découvert. Mais bref, mais du coup, ça peut être intéressant. Maintenant, peut-être je vais le lire aujourd'hui et me dire, c'était quoi la version d'avant et rétro-pédaler, ça peut être intéressant. Mais ouais, parce que je pense qu'il n'y avait pas le personnage d'Enya Barou. Non, si, c'est sûr. Parce que si c'était une version dialoguée, globalement, c'est les personnages qu'il y a dans le film. Ce qui a dû changer, c'est que c'est un film qui aurait dû coûter 3 fois plus cher. Il y a des séquences d'action improbables que j'avais écrit en me disant, on pourra pas les tourner. mais t'avais laissé l'enfant en toi parler. Oui, mais surtout, j'avais aussi laissé le mec qui savait qu'il faut couper des trucs, et donc j'avais écrit des trucs impossibles à tourner pour dire au producteur, on peut couper ça. Oh là là, c'est malin. Là, c'est la partie business. Qui sera peut-être, tu sais quoi, ça pourrait être l'occasion de rediscuter ensemble. On parlera de mais importante. Qui fait partie du truc, effectivement, qui est un peu le truc que moi je vois comme la partie taf de mon boulot. Tu vois, la partie créative, ça reste un plaisir, même si des fois c'est compliqué mentalement, comme on en a parlé. Mais la partie business, c'est pas quelque chose, je pense, sur lequel on est fondés tous les deux, et on doit apprendre à faire avec et à comprendre. Et moi, je commence en plus à prendre du plaisir là-dedans. Je sais pas si toi t'es dans cette phase. Moi j'adore la thune, je suis très capitaliste. non, mais je commence à apprécier que ça fait partie du processus, apprécier ces moments-là aussi. J'apprécie pas tout, mais j'arrive à changer un petit peu de relation à ça, donc ça pourrait être très intéressant. Ça pourrait faire une très belle phase B de cette discussion, la partie comment tu rends ça concret. Et on aura des costumes, cravates, on sera pas du tout les mêmes. Oui, ça peut être très drôle. On vient en smoking et tout. Mais écoute, merci beaucoup François. Écoute, t'as vu, on a fait un truc hyper carré et tout, alors que c'était pas prévu. Donc merci encore, merci d'avoir été du coup le parrain de cette émission. Voilà, ça se dit plus du tout, c'est ringard. Avant t'enregistrer, t'as dit cobaye. Et je suis passé de cobaye à parrain. C'est vrai. C'est plus joli. C'est plus joli. Donc écoute, tu es le parrain de Prétexte et Gossip et Fuck Jérémy Nadeau. Merci beaucoup, merci François. Et puis à bientôt. Ciao. Salut. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux, avant tout le monde, écouter ou voir les futurs épisodes, n'hésite pas à t'abonner. J'ai mis en place des abonnements payants sur Instagram, Twitch et YouTube. Tu peux me soutenir, comme ça me permet de créer plus de contenu, peut-être même d'autres formats, de la fiction aussi, là il y en a un petit peu en ce moment. Et voilà, si on est suffisamment nombreux, peut-être qu'on pourra même faire d'autres formats et repousser les limites. Donc n'hésite pas à aller me soutenir si ce contenu te plaît. Merci d'avance pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre la cloche, à mettre des likes, des commentaires aussi pour l'algorithme, vous connaissez. Et moi je vous retrouve pour un prochain épisode d'Esprit Créatif. Salut!